Elle rappe, ouais. Et elle a un lien avec la Suisse, mec. Je sais plus si elle est née en Suisse ou un truc comme ça. Incroyable. Du coup, Couleur 3, quand ils la jouent, ils mettent artiste suisse, ça permet de faire rentrer dans les quotas. C'est vrai? Il la joue? Ouais, ouais. Congolais ou BBL, ouais, je crois. Incroyable. Mais non. C'est vraiment le hit du truc, mec. Et Elle celui-là, vient je l'ai d'où, vu venir, hein, sans faire le gars. C'est moi qui te l'ai fait écouter, je crois. Ouais, c'est bon, calme-toi. Elle vient d'où, elle? Bah là, je sais plus où elle est, mais maintenant elle est à Paname, je pense. Moi, Mais- j'ai vu venir que ta À carrière... Congo, sinon Congolais. Non, mais de quelle ville en Suisse? Moi, j'ai vu venir le fait que ta carrière de rappeur elle avait floppé, frérot. Donc, ouais. Ta Donc, il faut carrière, dire les elle choses. est bidon. Ouais, mais mec, faudrait Vas-y, qu'il sorte venez. quelque chose pour ça. Attention, les frères. Pour flopper, il faut sortir des Vinci, choses. si jamais ça, que tu saches, ce sera toujours ça. Quand il a pas d'argument, il revient sur ma carrière de rappeur. Allez, on lance le podcast. C'est quoi ça, mec? Frérot, vas-y. Mec, C'est l'intro. Oh c'est incroyable! Oh shit! Oh Are Putain, you a bête d'intro, mec. DJ? T'as capté ou pas? DJ Vince Lee qui vient de prendre, j'allais dire les platines, mais non, c'est une machine hein, de la marque Rode. Hit the road, Jack. Hit the Jack and the road. You hit the road, Jack. J'avoue, mec. DJ Vince Ciao. Lee, qui a, mec, franchement, comment dire, ta dextérité, mec. J'ai Mon presque envie de canapé. t'appeler Dexter tellement t'es chaud, mon gars. Attends, je me pose un peu mieux. Et nous sommes chez toi, donc Nous sommes DJ chez Vince Lee à ma droite, mais pour vous c'est la gauche. Je me permets de prendre le lead, hein, les gars, parce que je savais que sinon vous n'allez pas parler. C'est le NFP, frérot. À ma gauche et à votre droite, Mr. Romain Rousseau. Hello. ROU2S, tu veux qu'on t'appelle comment en fait? Oh, I love that, I love Je suis that. bien accueilli, merci les gars. Vous savez accueillir, vous. Vous savez accueillir. Tu veux tout de suite nous mettre dans des... Ok, on peut arrêter ça? On peut, ouais. Et moi-même, Geos, G-E-O-S. Nous sommes chez Vince Lee. Bah ouais, pourquoi pas, mais ouais. Je t'ai dit de te mettre au milieu pour pouvoir mieux manier les pads, frérot. Ah, frérot, je l'ai pas de taille, on y va, let's go. On est à droite, on est à gauche, on est au milieu, frérot. Tu n'es pas de taille. Bon, Bon. on est le gouvernement Macron, non, ça c'est l'extrême droite, pardon. Oh Hey Tout de suite dans la politique, j'ai envie de dire bienvenue dans ce podcast. Pardon, je vais le refaire. Tout de suite dans la politique, j'ai envie de dire bienvenue dans Nouvelle Politique. Let's go. C'est validé les gars, moi il n'y a pas de sondage qui tienne ou quoi que ce soit. Hein. Romain il a dit let's go. Il a dit let's go. Non, en gros, ça, juste. Donc, en gros, on va faire un podcast. Il y On aura va parler de tout et de rien, évidemment, avec un prisme, une grille de lecture digne d'un grill de lecture. Oh Où on aura évidemment notre œil hip-hop sur l'actualité, mais pas que. Et justement, on cherche un nom, je vous cache pas. Donc, Vince Lee, Romain et moi, nous cherchons un nom. Avec Kubi aussi, que je salue, qui est derrière les caméras. Ah, Shout out Haugen. Parce qu'il est layeuse, t'as capté. Et en l'occurrence. On est en plein débat et on est tellement en avance sur notre propre deadline et notre propre calendrier que nous n'avons pas de nom, mais on enregistre déjà. C'est un peu mettre la charrue avant la bœuf, m'amène. Effectivement, mais c'est pas faute d'avoir essayé. On a quand même fait un brainstorming de 1 heure à couleur 3. C'est beaucoup. Ah, puis ça fait 3 mois, ou moins 6 mois qu'on cherche un nom. Ouais. Mais du coup, Mais donc tout ça pour dire que pour l'instant, au moment où on vous parle, c'est un titre de travail, ça s'appelle potentiellement Nouvelle Politique. Nouvelle Politique, parce que ça renvoie au premier disque de rap suisse francophone d'un groupe qui a marqué justement l'histoire Sens Unique, et leur premier sir. maxi c'était Nouvelle Now you Politique. know. Et si on parle de Nouvelle Politique, c'est pas parce que justement on veut forcément faire un podcast politique, mais on considère que avoir un avis sur les choses et une vision non neutre et assez subjective, c'est déjà faire politisé. participer au jeu de pouvoir. Donc il y a du pouvoir symbolique, il y a du pouvoir financier, il y a du pouvoir culturel, etc., etc. Et nous allons aussi parfois aborder des sujets légers, mais même le léger, parfois peut être lourd, parce que nous, ce qu'on fait, gros, c'est oh, du... c'est beau ce que tu veux Lourd. dire. C'est ça que je veux dire. Incroyable. Donc voilà, pour l'instant, il s'appelle Nouvelle Politique, mais tout à l'heure, ça c'est la parenthèse, parce que tout à l'heure, on vous demandera votre avis, en fait, cher public. Déjà, on espère que vous serez nombreux et nombreux. Et on fera l'éventail des noms, on peut déjà vous les dire. Nouvelle Politique, No Dis, Passion Digression. Qu'est-ce qu'on a noté On doit d'autre? donner un argument. Superposé et éventuellement En Vrai 3000. Ça, c'est donc les beaucoup, ça. 5 noms possibles pour ce podcast. Ouais.
JOC, moi, on préfère Nouvelle Politique. Mais attends, justement, les arguments, on donne à la fin. C'est à la fin, il y a un petit tour d'argumentation, chacun Voilà. donnera ses arguments Exact. et le public fera le choix final, qui ne Et- sera mais pas là- consultatif. Non, avis consultatif. Tu vois, là, si on comme un doit- référendum en France. Si on doit faire un extrait vidéo de cette histoire pour la poster, pour demander l'avis des gens, on devrait le faire là direct à la suite de ça. C'est pas très. Là, on parle d'un bout du truc, après on va reparler. Parce que mec, plus c'est tard. pas très intéressant, non, dès le début de consacrer 10 minutes à ça. Ouais, Le choix du j'avoue, nom, non, tu c'est vois. vrai, vous avez Donc raison, laisse-moi en fait. lire le Épargne truc. ça aux gens. Mais... Voilà. Cela dit, on a justement moyen de rentrer dans différents sujets de base pour ce premier épisode. Cet épisode 0 même, c'est un pilote. Et oui. On se disait qu'on aurait pu Un pilote sans avion. un peu retracer 2024, donc on va le faire en partie. Ouais, Mais il y a aussi de l'actualité petite relativement chaude. Au moment où nous enregistrons, nous sommes le dimanche 19 janvier 2025 et il y a eu, c'était quoi, l'investiture de Trump Exact. aux États-Unis, C'est- donc. oh non, ça va se faire là. Ah voilà, mais Là, il y a les premiers un peu balles autour de l'inauguration. ouais, Du coup, c'est pas encore l'inauguration officielle, si je ne m'abuse. c'est Ça bien va arriver on est cette déjà semaine. bien préparé. Mais juste dire qu'il y a en tout cas Nelly, Snoop Dogg, et j'ai pas vraiment capté si Rick Ross aussi Ouais, a Rick participé. Rick mais- Ross a participé un peu à un de ces balles ou à de ces soirées un peu autour de l'ouverture. Du coup, mais du coup, tous ces gens participent finalement de près ou de loin à célébrer l'investiture du roi du pétrole, Donald Trump. Et comment vous interprétez ça, vous? Bah, que le rap est un putain de truc de capitaliste de merde et que finalement, on n'a pas beaucoup de valeur, Ça c'est de l'engagement, mec. surtout aux States. Mais sur la première campagne, il y avait déjà des rappeurs un peu seconde zone, enfin, qui étaient big quand même, genre Lil Pump ou des trucs comme ça, mais qui n'ont pas la stature d'un Snoop Dogg, etc., qui s'étaient engagés pour lui. Bah, Lil Pump, Pourquoi il avait c'est- pas de crédibilité. Après, Ouais, là, voilà. les rappeurs sont pas forcément engagés avant. Je crois Mm. qu'il y en a très peu qui ont dit voter Donald Trump. Je crois qu'il y avait Ice Cube, hein, qui était pas très clair, par exemple. Ouais, mais ça fait déjà un moment, c'est vrai. Hmm. Enfin, Ice Cube, ce qu'il disait, c'est que c'est pas parce que t'es noir que tu dois voter à gauche, du coup démocrate. Après, avoir À encore gauche. à gauche si les démocrates sont à gauche, fait, il n'y a pas Ouais. de gauche au States, Hyper c'est gauche. la réalité. Hmm. Donc maintenant, c'est vrai que Snoop, lui, il avait grave critiqué il y a 8 ans, quand Ouais. Trump avait été élu la première fois. Il avait grave Il avait critiqué fait un- les rappeurs qui avaient soutenu Trump d'une manière ou d'une autre. Il avait pas fait un son avec Fuck Donald Trump, avec un mec justement. Ça, c'est YG. Avec YG. ouais. YG en solo, je crois. Pas c'est que son Snoop Dogg est sur le morceau. Je crois pas. Mais Snoop À Dogg moins qu'il y ait avait un eu des remix. mots, il avait fait une vidéo, il avait fait une story où genre il insultait un peu tous les rappeurs qui pouvaient soutenir Trump de près ou de loin. Et puis maintenant, bah, il performe justement un peu un de ses balles autour de l'inauguration et tout pour soutenir Trump. Du Pour la coup, monnaie. c'est triste. Bon, mais alors ça permet d'ouvrir quand même une parenthèse. Snoop Dogg est un des gars qui a reshape, reformaté son personnage public vraiment many times. Many men, many Ça veut times. dire que c'est quand même un gars qui est arrivé au tout début de sa carrière avec des histoires de... Il était impliqué même dans Murder Was the Case et tout, donc il y avait Il a une affaire été, de meurtre, lui, non accusé de meurtre au premier degré. Ouais, il a été acquitté ou en tout cas pas reconnu coupable. Ensuite, toute cette carrière dans évidemment le gangsta rap, Death Row, l'album classique Doggy Style, les participations évidemment aux albums de Dr. Dre, le binôme légendaire de la West Coast, impliqué dans plein de projets différents, que ce soit musical mais aussi show business. La dernière fois, je retombais par exemple sur on en parlait dans un autre podcast que je fais qui s'appelle Mask Off Promotion, mais allez sur la chaîne YouTube de Mask N'y Off allez par pas. exemple. Et en l'occurrence, Je rigole, on parlait des DVD Hustler Ambition Ah et oui. tout ça, Mm. où Snoop Dogg a concrètement produit des films pornographiques. Mhm. Et Tout à puis fait. quand Oui, tu il était vois dedans. Fast Forward, voilà, mais alors lui il est pas impliqué directement dans les scènes Non. de Huck, mais en gros... Il fait des clips entre deux scènes, c'est ça. Exact. Et donc, bon, ça c'est un truc, mais même quand tu voyais le Up in Smoke Tour, tout ça, enfin c'est un mec sulfureux, et quand tu le vois en 2024 devenir ce personnage pendant les Jeux Olympiques, ce personnage médiatique pendant les Jeux Olympiques de Paris, c'est vraiment le bon tonton tout gentil, mais je dis pas ça en mode critique, hein, je dis ça en mode purée, le marketing qu'il y a derrière pour le faire fit. Se réinventer Non, à chaque fois. Ça fait longtemps quand même qu'il a ce truc très... où il joue sur tous les tableaux Exact. en même temps. En même temps, il est gangster, il est Snoop, il est Crip. Il est
cool. Et puis en même temps, il est très cool. Il est C'est gentil, Uncle Snoop. Il te vend tout et n'importe quoi. D'ailleurs, il vend tout. Il a vendu une Cadillac. Il a vendu des grills pour faire à bouffer. Enfin, des c'est barbecues, l'ultime. ça, En c'était fait, fort. c'est l'ultime rappeur. Comment on dirait pancarte. Homme sandwich, rappeur sandwich. Rappeur sandwich, vraiment. D'ailleurs, il fume des sandwichs. Bah, pour les JO, il a pris je sais pas combien, 20 millions, je crois, pour aller une semaine aux JO. Un peu plus qu'une semaine, il était vraiment là tout le long, non? Exact, ouais. Et du coup, il est très marrant, il est très sympathique, puis en même temps, il est hyper problématique comme beaucoup d'artistes. Mais là, c'est la première fois qu'il s'assied un peu sur ses principes à ce point-là, quoi. Non, il a toujours été un peu. Ah, déjà, il a je tous crois à fait l'époque de Tupac avait l'air de dire que Snoop avait pas tellement de colonne vertébrale en termes de moralité ou autre. Et au final, même avec Kendrick, il y a eu un petit. Enfin, tu vois, il est West Coast, Snoop, il est Dr. Dre affiliated, tout comme Kendrick. Et puis quand il y a le beef entre Kendrick et Drake, il y a un morceau de Drake qui sort avec des voix haïes de Tupac, et il y a Snoop dessus aussi, non? Vous vous rappelez pas de ça? Oui. Il y a quelques mois. Incroyable. Et puis du coup, je sais pas si c'est sa vraie voix, je me rappelle plus, ou si c'est une voix haïe de Snoop, mais en tout cas, il avait donné l'autorisation, mais je crois que c'est sa vraie voix à lui. Et puis finalement, je crois qu'il a demandé, enfin, le track avec la voix haïe de Tupac et Snoop a été enlevé parce que les gens responsables pour les questions de droit. voilà. Ouais, Mais reste que Kendrick lui a un peu dans un des derniers, sur son dernier album, il parle justement, il adresse le fait que Snoop a fait des trucs bizarres et tout. Et Kendrick dit plus ou moins, pas en rigolant, mais il dit ouais, c'est parce que sûrement il avait bouffé un edibles. Donc la edibles, c'est les trucs que tu manges qui ont de la weed dedans. THC. Avec du THC. Et Snoop a répondu à ça d'ailleurs sur Insta, je crois, en disant ouais, c'est vrai, my bad nephew. J'ai déconné, j'aurais pas dû participer à ce truc. Surtout participer en étant du côté de Drake. Il s'est excusé. Juste premier précision, degré. c'est AI aussi, c'est AI Snoop Dogg Vocals, donc Ok. c'est aussi intelligence artificielle, mais sûrement que lui en tout cas a validé le truc, vu que lui il est vivant, contrairement à Tupac. Oui, après il y a aussi toute une histoire d'un post en fait, un post Instagram. C'est surtout ça en fait que Kendrick parce qu'il a reposté un truc Snoop où justement il y avait une histoire de Drake dedans, et il dit qu'il s'en est pas rendu compte, Snoop. Et que du coup, c'était justement à cause des edibles. Il reconnaissait qu'il était probablement fondé à ce niveau-là. Mais Snoop, tout ça pour dire que Snoop, il fait un peu des... Ouais, c'est toujours un mec qui navigue comme ça en fonction du vent. Après, moi, je respecte beaucoup sa carrière, tout ça, mais c'est vrai que moi, j'ai pas de... vu que pour l'instant, en tout cas, ce podcast s'appelle potentiellement Nouvelle Politique, moi, j'ai pas enfin, je refuse de dire juste oui, Trump, c'est un président comme un autre, etc. C'est quand même un mec qui a tenu des propos de dingue sur tellement de sujets que j'ai même pas besoin de revenir là-dessus. Et donc... t'es dans le... Non, enfin, bon, si on revient notamment quand il y avait les émeutes, la première fois, c'était à Can't Breathe, là, tu te rappelles pas en Virginie, mais bref, plutôt sud des États-Unis. Il y avait des manifestations, etc., justement, il y avait des violences policières à l'égard d'hommes noirs. Et George puis, Floyd. Trump, non, c'était C'est avant, pas George justement. Et puis là, Trump avait dit à cette époque-là, ouais, mais il y a des bons et des mauvais dans les deux camps. Et un des deux camps, c'était des suprémacistes blancs, tu vois. Ouais. Donc pour moi, en fait, désolé, mais à partir du moment où quelqu'un tient des propos comme ça, moi je peux pas me dire ok, c'est cool, c'est neutre, c'est notre nouveau enfin, j'arrive pas à me mettre dans le truc de me dire en tant que gars qui sort des ghettos, qui est directement considéré par ses violences, et sur ce sujet précisément des violences, ce gars-là a tenu plein de propos et a même, après je connais pas les détails encore de la mise en application de ses politiques, mais on sait très bien que c'est pas un gars qui est dans le progressisme et les droits des minorités, voilà. Donc tout ça pour dire Snoop Dogg, qui émane de communautés minorisées, etc., d'aller performer comme ça, Nelly aussi, hein. Réveillez-vous. Franchement, c'est la honte. Ouais. Après, voilà, il n'était pas du tout obligé d'être politisé en tant que rappeur. T'es pas obligé de soutenir la gauche ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de gauche aux States. T'es pas Mais il y a obligé une de différence, soutenir voilà. Mais il y a une différence entre ne rien faire et carrément aller performer pour le camp adverse, en fait, finalement. Mais c'est pour après, le biais, à part ça, je suis biais. d'accord aussi, en vrai, par contre, si on veut vraiment débriefer le truc, que finalement, le camp adverse, est-ce que les démocrates aux États-Unis sont dans le camp des quartiers ghetto afro-américains, Absolument entre autres? pas. Bah non. Donc, quand je dis camp adverse, au final, c'est vrai qu'on aurait été sûrement moins critique s'il y avait une investiture de Kamala Harris. Kamala Harris, non, elle Mais était... après, moi, je suis pas en mode ça se vaut, tu vois. Voilà, bref, je ne vis pas aux États-Unis, je suis pas directement concerné par ça, mais quand même, pour moi, il y a des gradations, et se dire, en fait, oui, de toute façon, c'est tous des merdes, etc. Oui, Mais, au niveau politique, il y a des implications même au niveau international.
et des prises de position qui finalement changent pas grand-chose, mais au niveau interne notamment. J'ai l'impression qu'il y a des choix politiques qui sont quand même plus ou moins favorisants pour certaines minorités. Et donc, pour revenir sur ce sujet-là, Snoop Dogg qui performe pour Trump, en sachant qu'à l'époque, il avait critiqué justement Trump et ses supporters, c'est quand même un beau tournement de veste. Après, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce truc culturel aux États-Unis de faire d'un show à peu près tout, tu vois, genre une investiture, etc. Et c'est presque un peu dissocié de la politique, tu vois, tout comme le show du Super Bowl, il est dissocié du sport, presque, c'est un show à part entière. Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un peu cette dimension-là qui fait que c'est plus facile pour un rappeur, entre guillemets, de dire non, mais je suis pas en train de tourner le dos à mes principes, en fait, je suis juste en train de performer dans un show où il y a de l'argent et je prends mon argent. Et voilà, quoi. Non, mais c'est sûr que c'est ça, mais encore une fois, par exemple, encore une fois, si ce podcast... Mais est-ce qu'aux États-Unis, il y a vraiment cette prise de conscience-là, en fait, que tu... Probablement pas. Ouais. Il n'y a même pas ça en fait dans la culture. En fait. Après, t'as quand même plein de gars du hip-hop qui ont pris des positions parfois au niveau politique, que ce soit directement ou alors via des sons. Il y a plein de morceaux. Justement, quand il y avait cette période des violences policières, tu te rappelles, on en parlait, Vince. Et là, par contre, je reviens sur plutôt l'époque George Floyd. D'un coup, il y a plein de morceaux aussi avec même des rappeurs dont tu t'attends pas forcément qu'ils tiennent des propos politiques et qu'ils le font. Donc, c'est pas du tout pour me situer là comme ça, prendre avec une condescendance et dire non, ils sont pas capables de. Tu vois, il y a plein de rappeurs qui prennent des positions politiques, mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu es dans le show business, tu as des intérêts aussi qui sont purement financiers, et je pense que ces gars-là voient justement leur intérêt et politique et économique à moyen terme. Mais ouais, les dégâts sur les dégâts d'image et puis de dépolitisation, tu vois, encore une fois, comme on disait avant, pour moi, j'attends pas du rap qui soit forcément politique et engagé, tu vois, mais par contre j'attends pas non plus qu'il fasse l'inverse, c'est-à-dire tellement il en a rien à cirer que finalement il prend le bif à gauche, à droite, et y compris dans des de la part de personnes qui veulent pas le bien de cette musique et de cette culture et des gens qui la font, des personnes qui la font, tu vois. Après il y a cette problématique du capitalisme aussi, et ça vient avec surtout aux States encore plus avec le rap, mais du moment finalement que tu atteins un certain degré de un certain degré de succès, suffering from success. Exact, que tu atteins un certain degré d'argent, bah tu as tendance finalement à peut-être à voter ou à aller avec dans un sens politique en fait qui va arranger en fait tes propres finances à toi. Bah oui. Et plus tu votes à droite, plus tu votes pour des baisses d'impôts, plus tu votes pour des trucs qui toi vont t'arranger au final. Et en moyenne sûrement. Ouais, en tout cas, mais aux States il y a vraiment, ce truc de le capitalisme, et ça c'est même partout au final, il peut déglinguer vraiment aussi une culture, une musique, et parce que l'argent au final ça finit par pourrir un peu tout, je pense. Après, ça nous pose. Je pense qu'il y aurait un truc, une observation à faire qui serait intéressante, c'est qu'en vrai, déjà, il faut pas se mentir, le capitalisme a toujours fait partie. Enfin, déjà, on est dans des époques capitalistes. Le rap, c'est un business. Depuis le début, si on parle de l'industrie, pas de la culture hip-hop, mais de l'industrie rap, donc c'est un business. Maintenant, c'est vrai que je pense, c'est là où je veux en venir sur ce côté, il faudrait presque faire une étude sociologique là-dessus, médiatico-politique, c'est de se rendre compte justement qu'à l'époque, t'as quand même si les gars sont signés sur des grosses majors qui finalement touchent beaucoup d'argent et qui sont impliqués aussi dans des... Je sais pas, tu peux même te poser la question quand tu es signé sur un gros label de où les fonds sont investis, tu vois, les grosses Universal, sociétés. c'est qui, voilà, notamment pour la France. Mais donc là on parle concrètement de Vincent Bolloré. Mais tu vois, par exemple, il y avait ce truc-là du côté, le back-office, qui était déjà forcément pas si politisé que ça, ou pas si cohérent, on va dire, politiquement que ça. Mais maintenant, c'est carrément le front office. À l'époque, je pense pas qu'on aurait vu, je crois pas en tout cas qu'on aurait vu des rappeurs aller performer pour l'investiture de Ronald Reagan ou je sais pas quoi, tu vois. Peut-être ça arrivait, attends, parce que je me souviens plus, il n'y a pas Eazy-E qui avait été à la Maison Blanche chez Ronald Reagan. Oh là là, vérifie vite ça sur Internet, ça c'est une belle... Fact-checking. Mais d'un côté, c'est pas pour digresser, mais c'est marrant aussi de voir que du côté de la politique, t'as un mélange aussi avec... à contrario, si le rap se vide de sa substance politique, la politique, elle se remplit d'une substance plus spectacle, plus show, etc. Oui. D'ailleurs, Donald Trump, c'est un gars qui vient d'émissions de télé à la base, il faisait des trucs
des Pardon, téléréalités, pardon. ce genre de choses. Gâche plus jamais mes interventions, frérot. C'est vrai. Mais ouais, on assiste un peu à une pipolisation aussi un peu de la politique, une politique spectacle de plus en plus présente, etc. Et du coup, Complètement. est-ce que des artistes ont moins de soucis ou en fait la limite entre ce qui est de l'artistique, de la performance ou de la rigolade et la politique devient de plus en plus fine. Et du coup, les artistes, ils foncent encore plus la tête dedans, quoi. S'ils se disent, c'est du divertissement. Mais Bien sûr, non, mais encore une fois, comme c'est pas pour les défendre. Hein. Non, mais comme tu l'as très bien dit aussi, en fonction des intérêts. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, 50, il avait déjà plus ou moins appelé à voter McCain ou un truc comme ça, ou même pendant la première investiture de Trump, parce qu'il disait, moi, je suis pas pour augmenter les impôts, les trucs comme ça. Donc, en fait, en lien avec des intérêts économiques, t'es prêt à fermer les yeux sur des prises de position sociétales, notamment sociales, culturelles, de ces mêmes dirigeants politiques. Et là, c'est là que tu vois qu'effectivement le business gagne. On peut si on peut enchaîner. Il avait participé à un dîner à la Maison Blanche à l'époque de George H.W. Bush, donc le père Bush. Ouais. Ça c'est 80. Bush senior. C'est 80. Non, c'est 92, 96 lui, ou 88, 92. Mais c'était un truc où tu payais pour aller. Il rencontrait pas directement le président. Et en fait, ça avait fait un buzz ultra négatif de ouf. Et Easy, il avait juste dit ouais, mais en fait moi. J'ai payé $1,250 pour ce dîner. Et il y a eu une telle presse autour de ça, on en a tellement parlé qu'en fait j'ai dépensé 1,250 balles pour de la pub de ouf. Good buzz, bad buzz. Juste rappeler que Doc Gineco avait amené son soutien à Nicolas Sarkozy. Ouais, j'allais dire ça. Mais par contre, en parlant de George Bush, quand il y a eu le fils Bush, mec, par exemple, là, les rappeurs, ils étaient quand même hyper anti-Bush, tu vois. Ouais, beaucoup. Donc là, à cette époque-là, en fait, t'as des cycles comme ça, et là, on est dans une époque. Mais tu sais, c'est comme au final, là, par exemple, si on veut parler de politique toujours, et moi, ma capacité d'analyse, évidemment, est quand même limitée, mais si tu regardes, je lis des articles, des trucs comme ça, par exemple, sur Elon Musk. Elon Musk, il diffuse des théories, notamment complotistes d'extrême droite, etc. Et lui, ça va être le bras droit le plus important un des gars les plus importants de Donald Trump. Et donc, toi, tu vas aller apporter ton soutien à ces mecs-là. Purée, c'est grave, c'est relou. Et voilà, et en plus, tu vois, la personnalité d'Elon Musk, je vois qu'elle suscite aussi tout un mythe comme ça, de la success story et tout ça. Et puis les gens, ils sont prêts à dire que Elon Musk et Donald Trump, ils sont anti-système. Ouais, alors que c'est le système, justement. Mais mec, c'est le nouveau système. Non, c'est le système, c'est pas le nouveau, c'est le même que l'ancien. L'évolution. C'est des milliardaires, c'est des enfants de gens hyper riches. C'est pas du tout. Ouais, c'est une continuité, j'avoue. Mais c'est là où je vois une différence, c'est avant, t'avais plus un truc presque de sang, en fait, tu vois, ou de grandes études, ou des trucs comme ça, et puis là, c'est plus de business, en fait. George Bush, le fils, il est pas très intelligent, il a pas fait des études, enfin, ils ont tous fait des études, j'imagine, universitaires, mais ils viennent tous de familles déjà blindées, et puis c'est tous des produits du capitalisme et du système. Enfin, Elon Musk, combien d'argent il a touché de l'État? Ces entreprises ont touché des milliards et des milliards de subventions. Donc frère, ferme-la, en fait, t'es pas du tout anti-système. Non, puis en plus de ça, on parle de quel système? Justement, t'es dans le capitalisme 100%, t'es dans l'exploitation des gens, t'es dans l'exploitation des ressources, t'en as rien à fiche de l'environnement, Enfin bref, donc voilà. Mais peut-être, fermons la parenthèse, parce que là, ça va être long sur ce sujet. Revenons sur un peu de musique et en lien avec Snoop Dogg. C'est ça, ce podcast. FLP, mec, ferme la parenthèse. Non, toi, t'en es... ça, c'est beau. J'ai pas écouté, j'avoue, mais à culpa. Mais par exemple, en parlant de musique, de l'album de Snoop Dogg, Snoop Dogg a quand même sorti un album en 2024 avec Dr. Dre. C'est censé être un événement. Ça s'appelle The Missionary. Ouais, non, c'était. Qu'est-ce que c'est? C'est de la merde. Malheureusement, j'avais pas énormément j'avais pas énormément d'attentes sur cet album vu ce que Snoop et Dre font séparément depuis un bon moment. Snoop a fait quand même de la bonne musique jusqu'à peut-être il y a encore 10 ans comme ça, je dirais. Après, de temps en temps, il a... Le gros hit de Snoop... Il en avait fait quand il était... I Wanna Rock Right Now. Ouais, cette période-là. Young, Wild and Free avec Wiz Khalifa. Ça, c'est avant, je pense, 2012. Ça, c'est 2014. C'est à peu près une dizaine d'années. Mais bon, tu vois, quand le gars débute sa carrière en 93, donc 20 ans quand même après, il fait encore des trucs bien. Et puis Dre, il a fait la BO de son film, NWA Compton, qui était pas trop mal. Mais sinon, ça fait quand même un moment que les prods sont pas ouf. Et là, sur cet album, c'est hyper... Moi, je trouve ça hyper... nul en fait, vraiment. Genre, j'étais presque fâché. J'écoutais l'album dans la voiture et déjà, même en termes de soniquement, en termes de fréquence, en termes de mix,
c'est tout dans des médiums aigus, il y a aucune chaleur en fait. Je sais pas, c'est un album digital pour l'iPhone, pour écouter sur ton iPhone. Ah ouais. Et c'est au niveau des batteries, c'est tout un peu in your face, un peu énervé. Il y a aucune, il y a pas de soul, il y a pas d'âme. Tu vois, moi je pense qu'ils auraient dû. En fait, ils ont fait un truc très 2010, un peu drums à la Swiss Beats énervé, mais sauf que ça joue pas trop, je trouve. Et on en parlait avec Green Giant d'ailleurs, on se disait, mais en fait, quitte à faire un truc qui sonne évidemment, qui rappelle des vieilles sonorités à eux, parce qu'évidemment que ça va être dur de créer des nouvelles sonorités après toutes ces années, ils ont 50, 60 piges ces gars. Et faites-nous un truc G-Funk. Allez nous sampler des gros trucs funk, des gros trucs mélodieux et tout. Et là, en fait, moi, je l'ai trouvé super blanc, en fait, cet album. Pardon, hein. Mais genre, même tu vois, les featuring, c'est Sting, c'est Tom Petty, ou je sais plus quoi, c'est un peu country, c'est... Je sais pas, ça sonne pas soul, funk, ça a pas l'héritage de la musique afro-américaine, je trouve. Tu la ressens pas du tout là-dedans. Et ouais, j'ai trouvé ça très... assez décevant. Même si au final, j'en attendais pas grand-chose, mais ils ont sorti de ces quelques vidéos, ils ont été sur le podcast de Nori, faire écouter des extraits et tout. Puis voilà, t'as 1 minute d'extrait ou 30 secondes sur Twitter où tu les vois, eux, Dre et Snoop, s'exciter en écoutant leur propre son. Et en fait, moi, je me suis retrouvé ambiancé. J'étais là, ah non, mais peut-être que j'attends quand même un petit quelque chose. Puis au final, j'ai écouté l'album, j'étais là, non, frère, non. D'ailleurs, ça a pas du tout vendu, je crois. 30 000 la première semaine. Aux States, c'est ouf, hein. Ça veut dire que tu vois, en France, il y a des gars qui font des plus grosses premières semaines. Clair. Et comparé, évidemment, bon, tu peux pas comparer l'incomparable, mais quand même, Doggy Style, le premier album de Snoop, c'est 860 000 copies la première semaine. Donc, alors, évidemment, dans des contextes complètement différents, il n'y a pas le streaming. Mais reste que voilà, quoi. Et reste que c'est vrai que, je sais pas si vous êtes fait mal là-dessus, mais sinon, le rap Quinry en général est quand même pas. De bas niveau. Ouais, on va dire le rap mainstream, il souffre. Moi, j'ai effectivement une petite prise de température, et là, on ouvre donc un nouveau sous-chapitre, mais ça va. Non, d'un point de vue, enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je trouve une chose qui permet de prendre la température de la santé du rap de manière générale. Il y a pas que ça, évidemment. Bon, il y a les charts et il y a les trends, ok, sur les réseaux et tout, et il y a les hits de club. Et j'ai l'impression que, enfin, ça fait déjà un petit moment que toi tu me dis que au niveau des clubs, il y a plus autant de hits évidents au niveau rap américain notamment. Ouais, alors ça c'est sûr, frère. Enfin, avant il y avait des hits de club, des hits rap américains pour les soirées hip-hop mondiales. Donc ici, il y avait un truc tous les mois, 2 trucs tous les mois, 2 gros singles, 3 gros singles, tu vois, même il y a encore 10 ans... avec des futurs qui sortaient des trucs, et ils sortent toujours des trucs bien en futur, mais c'est plus des trucs qui ont un impact de ouf, tu vois. Ou des Rick Ross, des French Montana, des Lil Wayne, des Drake, tout ça, ça sortait à l'appel. Évidemment, si tu retournes dans les années 2000, c'est encore plus violent peut-être. Mais et petit à petit, en fait, ça a commencé à s'essouffler sur la fin des années 2010. Ouais. Et puis là, c'est vrai que depuis 3-4 ans, depuis la pandémie, vraiment, il y a plus grand-chose en fait qui hit, qui tape et qui fait que beaucoup de gens vont kiffer ce son, et quand tu les joues en soirée, ça a un impact vraiment. Je pense le dernier, en fait, il y a un manque de renouveau de ouf en termes de superstars notamment, et aussi de sonorité. Ouais. Après, il y a quand même un truc à relever, c'est que t'as les meufs qui font un super taf. Les meufs en général, et dans tous les genres, en plus, bien. Autant les hits de rue que le truc un peu plus spé. T'as Doechi qui a une année de ouf, qui fait des trucs de ouf. Incroyable. Sexy Red dans un autre registre, beaucoup plus ratchet, beaucoup plus club, beaucoup plus strip club, qui a des hits de club. Oui, mais c'est pas genre des hits globaux où tu les mets dans n'importe quelle soirée, comme, je sais pas moi, un Maskoff de... Maskoff, c'était Maskoff, lui, de Future. Ou un God's Plan, tu vois, ce genre de truc, ou un Inda Club. Mais même des gars moins connus, tu sais quoi, NAC, what's up, hello. Fetty Wap, ce genre de truc où finalement ces sons, tu les jouais dans n'importe quelle soirée hip-hop, ou même dans d'autres soirées en fait. D'autres types de soirées, des soirées all style, et les gens allaient vraiment
kiffer et péter les Adhérer, plombs. Et aujourd'hui, t'en as presque plus. Je vois, moi, mon fond de commerce pendant 25 piges ou 20 ans, frère, c'est jouer du rap, de la musique américaine en soirée. Pour les gens qui ne savent pas, donc au cas où vous regarderiez ce podcast et que vous ne saviez pas, maintenant vous savez, DJ Vince Lee, légendaire malgré tout. Malgré tout. DJ avec une grande carrière qui est l'an dernier, t'as fêté tes 25 ans de carrière, donc voilà. Il y a 2-3 ans. Ouais, déjà. Et puis là, on a fêté les 25 ans de Downtown Boogie, qui est ton label de soirée principal. Exact, dans lequel ancienne émission radio de Couleur 3, dans laquelle tu as aussi hosté, participé, tu as été membre pendant quelques années, mais tout ça pour dire que... bien remercié des soirées, merci. Ouais, ciao. Ça il fallait qu'on prenne notre envol, tu nous Jones. empêchais de voler. On a dû lâcher du lest à un moment. Mais tout ça pour dire que oui, moi, c'était ce que je jouais, vraiment, genre 80% de mes sélections, c'était des trucs quinri, surtout du rap, un peu d'R&B, du R&B aussi, et un peu de musique jamaïcaine, et quelques trucs français et tout. Et puis, depuis 7-8 ans, la tendance, elle a commencé un petit peu à s'inverser. Depuis une dizaine d'années, je dirais, où le rap français a commencé à prendre une plus grande part. Et aujourd'hui, frère, mec, sur les soirées, voilà, on va dire du samedi soir, style une DTB, sur une soirée au D-Club, par exemple, un samedi, le D, c'est souvent des soirées hip-hop le samedi. Bah, gars, le rap quinri aujourd'hui, c'est 20% de ce qu'on joue. C'est vraiment peut-être 30, 40 selon aussi. Ouais. Mais c'est vraiment, il y a de moins en moins de trucs qui rassemblent vraiment les gens. Et les jeunes, ils écoutent beaucoup moins ça, quoi. Enfin, c'est beaucoup de rap français, et après, ça s'est ouvert aussi sur beaucoup d'autres styles. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça va aussi en parallèle avec un takeover des musiques afro-caribéennes. Exact, et on a latine. vu arriver, tu l'avais dit, le dancehall. Tu te rappelles qu'en 2016, on avait fait une émission Skur Day, on avait appelé ça, c'était une spéciale sur Couleur 3, donc pour les gens aussi qui ne savent pas, Vince Lee et moi avons une émission de hip-hop sur une chaîne nationale en Suisse qui s'appelle Couleur 3. L'émission s'appelle Nayuno. Et en fait, Romain, d'ailleurs, c'est vrai, je n'ai même pas fait vraiment les présentations, mais Romain, à la base, travaillait à la RTS, c'était notre responsable au niveau spécialiste distribution pour les réseaux sociaux, c'est quoi mon rôle, internet, etc. Et il nous a beaucoup aidé pour la production de contenu vidéo. Voilà. Donc tout ça étant replacé dans ce sens, je me rappelle que Skur Day à Couleur 3 en 2016, c'était une émission de fin d'année qu'on avait faite, et c'était une des premières années où tu avais plein de hits de rap américain qui reprenaient des rythmiques dancehall à ce moment-là. Il y avait les One Dance, les Controlla, les trucs. Après, ça a commencé à arriver dans le... Exact. Après, ça a commencé à arriver vers le rap français. Je me rappelle, Hamza avait fait un petit EP où il y a des sonorités comme ça. Dancehall, vibes. Ça, je sais plus exactement, mais ouais, c'est à peu près cette époque-là. Et donc, petit à petit, comme ça, t'as et je déteste ce mot-là, mais qu'on se comprenne là, une espèce de tropicalisation des sonorités. Et puis, en fait, mec, aujourd'hui, dans les clubs, et c'est aussi pour ça, je pense, les hits de rap français que tu joues, bon, il y a des vrais hits de rap français qui sont du rap. De la trappe. Voilà, de la trappe française. Mais t'en as aussi beaucoup qui sont ce qu'on appelait négativement cette espèce de Zumba. Mais il y a des super... Moi, j'adore, il y a des super hits de Zumba française. T'as tout l'afrobeat, t'as un peu... Là, en ce moment, c'est un peu particulier le rapport au reggaeton, j'ai vu dans le monde francophone, mais t'as quand même, tu as évidemment des gros hits de Bad Bunny, des trucs comme ça. T'as en plus le revival de l'afro R&B, les sonorités zouk, le compas. Moi, je suis très content d'origine haïtienne. T'as vu, j'écoute du compas depuis, je te cache pas. Et là, je suis très content. Par exemple, cette année, 4 campés là, de Joey Douet Filet. C'est un immense hit. Disque de platine, un gros hit en soirée, mais... Il y a Madonna qui danse dessus dans une story, tu vois, donc c'est un truc en fait où ça a grignoté petit à petit, mais maintenant, voilà, tu sais pas finalement, est-ce que c'est donc, au fur et à mesure qu'il y a ce challenge des sonorités, est-ce que du coup les gars se disent, en fait on va faire moins, on va perdre un peu, enfin ils vont peut-être pas le faire, déjà on sait pas si c'est consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, mais... parce qu'il y a plein de rappeurs américains qui participent sur ces hits de Afrobeat, tu sais, dans les remixes, les trucs comme ça. Plein, mais pas non plus tant que ça. Et surtout, ils n'ont pas besoin de ces rappeurs américains, en fait, pour faire... Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, comment est-ce que tu vois... Enfin, on n'est pas dans les studios avec ces gens-là, évidemment, mais tu vois, est-ce que c'est... Bon, en fait, on n'a plus forcément d'inspi pour réinventer les hits au niveau hip-hop et tout. Et puis, en plus de ça, on consacre un peu cette énergie quand on va faire des morceaux, des méga hits d'Afrobeat ou de reggaeton. Mais en vrai, il n'y a plus de méga hits rap qu'un hit depuis un moment. Ah voilà, et maintenant c'était ma deuxième déjà question, ça, c'est quoi les derniers gros hits de rap qu'un Pop Smoke. Le seul gros, vraiment méga, et le vraiment big hit de l'année 2024, c'est Kendrick Lamar, Not Like Us. Et je vais te dire qu'il n'y en a pas vraiment d'autres.
Tu Et vois, des d'ailleurs, trucs, c'est un vrai parenthèse genre là-dessus, des mais tracks. c'est un vrai débat. Il y a plein de gens qui aiment pas, dans les gens que je connais, qui aiment le rap et tout, et il y a plein de gens qui trouvent ce morceau hyper surcoté. Ah, je peux entendre d'une certaine manière, mais après, il y a une vraie énergie, il y a un vrai truc. Mais puis, il y a aussi tout ce qui va avec. C'est aussi pour ça que ce morceau, il a blow up comme ça. Il y a aussi le beef et tout. Mais il n'y a contexte. pas eu d'autres vraiment hits, tu vois. Genre, moi, je te parle du son que quand je te parle d'un vrai hit global, je te parle de. C'est Ouais, une qui Nouvel An, traverse tout, quoi. il est minuit, c'est On parle quoi de le morceau Candy Shop, on parle Voilà, de. Qu'est-ce que tu peux jouer à minuit à Nouvel An de cette année-là ou de l'année, la fin de l'année qui va tout péter? Bah, là, ce serait Not Like Us de Kendrick, le seul truc Kendrick que tu pourrais jouer à minuit à Nouvel An. Putain. Il y en Sorti a- en 2024, du coup. Exact, il n'y en a pas d'autres. 2023, je me rappelle plus exactement, mais il n'y a pas Finn, grand-chose. c'est l'année dernière. Voilà, il y a Finn de Travis. Mais t'as genre 1, 2, 3 trucs, tu vois. Et Après, t'as des hits de Ice De Spice, Sexy t'as des Drill, trucs t'as des comme trucs ça. de. Bien sûr. Ah! Mais c'est pas 2024, je crois, mais t'as quand même 2-3 méga hits de UK Drill. Le Central C, Oui, How mais Can I ça, Be c'est Homophobic, ça c'est 2023. 2022 ou 2023, tu vois. J'avoue. Et de nouveau, c'est pas Quinry. En fait, les Quinry, ils ont. c'est UK, mais après, il y a une sorte de. Il y a tout un Mélange. truc de. Aussi, bah, cette musique, elle a vraiment 50 ans. Donc, au bout de 50 ans, comment est-ce que tu arrives à toujours être créatif, à amener des nouveaux trucs, à te renouveler, en fait? Et je pense que le genre, sur le côté, en fait, mainstream, après, il y a plein de niches, il y a plein de trucs toujours très intéressants. Tu parlais de Sexy Drill, tu parles de... C'est un truc hyper cool. Mais, de nouveau, c'est pas global. C'est à New York, énormément. Voilà, en fait, c'est redevenu très régional, en fait, j'ai l'impression, les sons aux States, tu vois, les sonorités. Il y a vraiment le... Puis je pense que ceux qui sont les plus forts et les plus créatifs, c'est depuis un petit moment, ça reste la Californie. Et au final, c'est peut-être parce que les Californiens, ils ont jamais... Ah ouais, quand même, hein, Ils ça, ont c'est pas une take, hein. distillé, ils ont pas... Ils ont fait de la trappe et tout, mais à un moment, en fait, tout le monde a fait de la trappe aux States. Alors qu'avant, chaque région avait son son, on va dire. Puis la trappe Atlanta a fait que tout le monde faisait de la trappe. À New York, ils faisaient de la trappe. Partout, on faisait de la trappe. Il y a eu de la trappe Et évidemment ça à LA. sortait des albums trap. Voilà, il y a eu de la trappe à LA. Kendrick, il a fait de la trappe. Mais même Schoolboy Q, son dernier album, il est vachement bien. Et il y a de la trappe, mais c'est fait d'une manière, je sais pas, organique et il se l'approprie vraiment. Mais du coup, la West Coast, j'ai l'impression qu'ils ont gardé un truc très à eux, très organique, très local dans la sonorité. Et du coup, le rap était peut-être plus local. Après, la Californie, c'est énorme. La Californie, c'est beaucoup plus grand que la France, même, je crois, en termes de population. Enfin, c'est genre le 5e pays du monde, si c'était un pays, la Californie. Donc, ils n'ont pas forcément besoin d'en sortir. Mais tout ça pour dire que là, je pense qu'au bout d'un certain moment, bah, tu vois, le rap, peut-être qu'il a fait son temps en termes de musique vraiment leaduse mondiale, en tout cas au niveau du rap américain. Et du coup, il n'y a pas de nouvelles sonorités ou de nouveaux artistes vraiment qui ont pris le flambeau comme avant, quoi. Toutes les 3-4 ans, tu avais une nouvelle superstar. La dernière superstar, C'est vraiment... Drake, en vrai. Non, je pense pas que c'est Drake. Lui, il fait partie d'une des dernières générations de dernières superstars, mais il y a du coup Drake, on va dire Kendrick, J. Cole, c'est la même génération. Ouais. Il y en a quelques-uns, il y en a d'autres, hein. Il y a Future, il y a d'autres gens qui arrivent à cette période, mais qui sont un petit peu en dessous. Après, je pense que les dernières superstars, c'est Travis Scott, Cardi B, et puis Pop Smoke en 2020. Et Pop Smoke il a pas qui pu aller blow très up loin, et qui il meurt. Du coup, c'est aussi ça le problème des States, c'est qu'il y a beaucoup de rappeurs aussi qui, dans ces dernières années, qui étaient en train un peu de blow up et qui meurent. Donc forcément, c'est pas génial pour eux déjà, mais aussi pour la culture en général. Et puis... Juste quand je disais superstar, je pensais à quelqu'un qui du coup vraiment a atteint le level presque, entre guillemets, Michael Jackson à l'échelle du rap, tu vois, c'est-à-dire... Alors je pense même à Pharrell, tu vois, genre avant ça, même que tu sois producteur ou quoi, tu vois, Kanye, Pharrell, Travis, Drake, il est à ce niveau-là. C'est des trucs... Ah si frère, il fait 80 000 personnes. Oui, non, mais je veux dire en termes de pop, je pensais à des gars au niveau de la pop, tu vois, genre Drake, c'est vraiment... pardon. Si on ouvre une parenthèse aussi là-dessus, à l'époque, par exemple, qui aurait été toujours top 1 d'un top MTV, par exemple, si Travis aussi, quand même. Travis, Cardi et Travis, Pop Smoke. Lil Uzi Vert, c'est quand même moins fort que... Lil Uzi Vert, il a pas atteint ce stade, et puis Lil Uzi Vert, il a fait un peu ça, un hit là, I Wanna Rock, tout d'un coup ça arrive, poum, ça explose. Puis c'est aussi... Après, on est aussi dans une ère un peu très éphémère, où t'as l'impression qu'il y a des sons qui durent quelques temps, mais c'est vrai qu'il y a cette impression qu'il y a aussi, on a un peu des fois cette impression en tant que DJ, qu'il y a de moins en moins de sons qui vraiment réunissent tout le monde, tu vois. Et après, la force, franchement,
du rap français aussi, c'est vraiment d'avoir finalement Trouver des formules. puis trouver une autre inspiration. C'est-à-dire que les Français, tout d'un coup, La ils Zumba. ont suivi. Voilà, mais ça s'explique la Zumba. Bien sûr. Parce La que les Joule. Français, ils ont suivi, comme beaucoup, ce qui se passe aux States pendant très longtemps. C'est autre On chose. suit, voilà, c'est eux les maîtres, machin, c'est eux les leaders, on suit, on fait ci, on fait telle sonorité, on fait de la trappe, on fait des sons à la Dr. Dre, on fait machin. Et puis jusqu'au moment où ils ont commencé à... Et ça c'est un truc qui a commencé déjà depuis longtemps, mais Ouais. qui finalement est devenu Concrètement, là, tu parles des concrètement- inspirations liées aux origines des Exact. des artistes. Du coup, aux Congolaises. origines maghrébines, aux Ouais. origines africaines, congolaises, ivoiriennes, Et c'est qui- J'arrive antillaises. pas à me dire qui en France est le premier qui a ramené un petit peu On peut te le dire, c'est Bissona Bisso, ensuite c'est Exact. Mokobé, et ensuite Ils l'ont les gars- popularisé là récemment. et le switch c'est C'est Naja. MHD, MHD avec la et faute puis- Ah, et puis, MHD. il y a aussi- Et en vrai, il y a Gims. Faut MHD, pas enlever mais Gims. Mais il y a aussi Ryan B. Fever en scred. Oui, ça c'est sur le côté Tu vois. maghrébin à fond. Ouais. Exact, dans les années 2000, tout ça, Bissona Bisso à la fin des années 90 ou début 2000, où c'est ce collectif Avec de Passy, tous les. Avec Passy, Arsenic, je me rappelle plus exactement, il y avait Mystique, il y avait Deballes. tous les rappeurs en fait un peu du game avec À des l'ancienne, origines Jackie congolaises Desmarons, ouais. qui se sont réunis, qui ont fait un projet qui s'appelait Bissona Bisso, qui avait déjà hyper bien marché à la fin des années 90-2000. Mais, mais c'est vrai que là, depuis une dizaine d'années, vraiment, tu sens ce truc avec des Gims déjà, avec... Ouais, c'est vrai. Mais Jul, pour moi, il a vachement. Booba aussi, à un moment, il a amené. Alors, un Jul, peu c'est encore autre chose, des parce que trucs lui, c'est chantés pas. aussi. Jul, il amène un vrai C'est un truc, autre il crée un courant, autre mais- truc, c'est un autre courant, mais c'est pas le côté, on va chercher dans les origines Ah, ok, africaines, retour aux- maghrébines, aux racines. Plus reggaeton, méditerranéennes, tu vois, je pense. Ok, ouais. Et du coup, les chanteurs français, ou les rappeurs français, pardon, et les rappeuses ont commencé à aller chercher là-dedans. Et au début, c'est vrai qu'il y a eu des... Et il y a des trucs hyper bien là-dedans, comme il y a aussi des trucs un peu dégueulasses, tu vois, je pense. Mais du coup, en fait, ils ont trouvé un truc... Leur propre veine, quoi. leur propre veine. Et ils font une musique aussi... Du coup, dans cette veine-là, en fait, c'est une musique qui est très festive. Les BPM sont souvent élevés. On parle souvent de j'avoue. 120 BPM, 128 BPM, qui sont des trucs qui sont hyper dansants de base. Mais tu prends des petits génies. Tu Ouais, prends c'est un super morceau, moi, je ça, l'adore, c'est mais- pas forcément du rap, hein, mais tu prends des Monaco, tu prends des Que Black et des Franglish, Ouais. même si c'est très mélangé chant rap, Ouais. ou plus, Ouais, ou ça va mais- plus vers le chant. Mais il y a vraiment ces grosses influences qu'ils ont pu hésiter à prendre. Et surtout, je pense qu'il y a un moment en France, on a arrêté de se poser la question sur voilà, est-ce que c'est commercial, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Et puis voilà, vu que les gens aiment, on fait. Du coup, voilà, enfin, on continuera aussi de parler de ce genre de choses-là, un peu l'évolution de la musique allez, urbaine, entre grosses guillemets, dans les clubs et pas que. Mais ça, c'est vrai, c'est intéressant de regarder l'évolution. Par contre, on a parlé de plusieurs sujets sur lesquels j'aimerais aussi ouvrir des focus. On n'a pas parlé vraiment des derniers dans... Kendrick et Drake. Exact. Donc, tu vois, lui, il croit que je fais pas mon Ah, travail. Non, tu C'est fais là où pas je veux ton en travail, venir. frérot, tu fais trop mal Il y a ton une travail. update dans le beef Kendrick et Drake, donc on a parlé de Not Like Us, et en fait Not Like Us est un immense track de diss, donc de disrespect. D'ailleurs, rappelez-vous aussi que ce podcast peut potentiellement s'appeler No Diss, parce Potentiellement. que c'est sans manquer de respect, tu vois ce que je veux dire. Et donc No Diss, mais là full diss, donc Kendrick et Drake. Donc Kendrick a en 2024 ouvert les vannes en clashant notamment Drake et un peu J. Cole, mais voilà, disant qu'il n'y a pas de top 3 dans un morceau avec Future. J. projet Cole, de le Future gars quand est- même le plus gentil. smart aussi. Là, malheureusement, si on ouvre toutes ces parenthèses, ça va être complexe, mais oui, pourquoi pas. Donc Kendrick qui a clashé, voilà, qui a ouvert les vannes sur un morceau de Future et Metro Boomin, et qui a donc engrangé un des plus gros clashs de l'histoire du rap depuis longtemps. Moi, je pense qu'on est au niveau de Jay-Z, Nas. Complètement. On est presque au niveau de Tupac et Big, Ouais, quand même, en termes d'exposition pour l'époque et ouais, tout. En termes de violence, Et donc, heureusement, mais- échange de morceaux avec des diss tracks, donc des morceaux qui se clashent, sans rentrer de nouveau dans les détails, mais des accusations de part et d'autre,
d'être un faux gars, d'être Un mauvais père. mauvais père, d'être un harceleur, un De agresseur, ne pas un être le père de ses pédophile, propres enfants aussi. d'avoir des enfants cachés, etc. Aussi tout ce Non, clash mais sur la... Drake avait aussi dit que les enfants de Kendrick n'étaient pas les siens. Oui, C'était oui, ceux oui. de Dave Free, de de son Dave pote. Free, de PG Lang. Et du coup, bon bah ça, c'est, on va dire derrière, mais ça a marqué C'est évidemment derrière. l'année. Et du coup, Et Drake, Not Like Us, qui est ce gros morceau qui a marqué l'année et qui du coup fout le seum évidemment à Drake, puisque Drake il a un run là depuis 2009, on va dire, donc 15 ans où il est quand même un des gros Intouchable. kings incontestés du rap Complètement. mondial. Et chaque année avec au moins un gros hit et tout. D'ailleurs, c'est le mec qui est capable de sauter sur un morceau baile funk, un morceau afrobeat, un morceau reggaeton. Il chante en espagnol, il fait tout, tout ce qu'il fait. Et moi, j'avoue, je suis big fan de Drake. La plupart du temps, c'est bien. Là, il arrive, à part quand il parle mal, enfin, qu'il se mêle des affaires de Megan Thee Stallion, tout ça, ça c'est vraiment hyper relou. Mais bref. Et donc, il arrive sur ce clash avec Kendrick. Et là, il tombe sur un os. Parce que Kendrick est très chaud, très fort, plus conséquent politiquement. Politiquement, bah justement en termes d'engagement, de représentation symbolique, de qui est-ce qu'il représente aussi via son succès. Et un meilleur lyriciste. Et un meilleur rappeur en vrai. Wow. Pas meilleur forcément un clasher. meilleur artiste. Ça c'est. Non, je pense qu'en termes de purement de rap, de lyrics, même si découpage Drake est fort, Kendrick ça a toujours quand même été autre chose, je pense. Ok, bon moi ça je pense que ça peut se débattre, mais je vois ce que tu dis, c'est pour ça que je dis plus conséquent politiquement, c'est-à-dire aussi les shows scéniques, Plus engagés même. Voilà, il y a toujours des clins d'œil, il y a Non, des mais trucs de même la au culture niveau afro-américaine des hyper fort. rimes, des patterns, Ça c'est ton avis gros. Non, je pense que c'est pas. C'est pas absolu. Je pense que mon avis est absolu. Mais je trouve que Kendrick est très fort. Et donc là maintenant, Drake il avait Mais donc, déjà en fait Drake, intenté un procès, oui, mais et là il arrive avec un faut nouveau juste procès. dire un truc, Explique-nous quand même. si. Non, mais déjà, faut juste dire un truc, c'est que Drake, du coup, là, c'est la première fois qu'il perd un battle. Je dis, il est tombé sur un os. Après toute cette série, ils se sont échangés 4-5 tracks jusqu'au moment où, bah, franchement, à Not Like Us, voilà, tout le monde est là. Kendrick a perdu, Drake a perdu, même ses plus Bien grands, sûr, même c'est ses avéré. soutiens sont là. Ouais, là, il a perdu. Tout le monde le il a lâche. de la peine à. Il l'admet presque lui-même. Il l'admet lui-même d'ailleurs dans un des derniers tracks qui sort dans cette série de 10. Et sauf qu'il a un somme de fou. Et un somme qui. D'ailleurs, parce qu'en fait, ce qui est terrible pour Drake, c'est que ça s'arrête pas en fait, ce truc. Not Like Us, je crois, c'est le titre qui est resté le plus longtemps numéro 1 des charts rap du Billboard aux States. Après, ça peut aussi s'expliquer parce que il n'y avait pas grand-chose d'autre. Mais la réalité, c'est que l'impact, il est énorme. Ça passe partout. Ça passe. Enfin, ta grand-mère et ma grand-mère, elles connaissent Not Like Us, si ça se trouve. Comment ça leurs âmes. Et du coup, Drake, il passe. C'est la première fois qu'il se fait humilier comme ça. Enfin, il est humilié, je pense, d'une Mais il certaine n'a pas manière. eu d'autres clashs ou d'autres 10 Il a eu Drake, d'autres clashs, avec Meek Mill à l'époque. Ah oui, avec Meek Mill. Avec Common. Avec Common, avec Pusha T, même si Pusha T s'était déjà fait démonter d'une certaine manière, mais il y avait Jay Prince qui avait dit stop. Vous vous rappelez ? Bien sûr. Et là, Jay Prince, Qui est un il a rien OG de dit. Houston. Ouais, Exact. avec Clash Pusha T, avec il était déjà Kanye. en difficulté. Exact. Il était déjà en difficulté, mais ça n'avait pas été jusqu'à là. Et là, il s'est retrouvé dans en difficulté de ouf. Il a perdu. C'est le son de l'année qu'on entend partout. Et Kendrick, il prolonge en fait ce moment ces tracks, ça dure genre 2 mois ou 1 mois. Hein. C'est genre avril-mai passé. Après, il n'y a plus de tracks. Mais Kendrick, pendant l'été, ou c'était juste avant l'été, ou après l'été, je me rappelle plus quand il a fait ce concert là. La réunion là. La réunion où il a ramené tout LA et tout. Il a réuni LA sur un concert où il y a tous les artistes, enfin beaucoup d'artistes de la nouvelle génération. Et justement, en plus à LA, il y a tous ces problèmes de gangs, avec des gangs, des artistes de gangs différents, de quartiers différents qui traînent pas ensemble, qui veulent s'entretuer normalement. Et Kendrick, il a réussi à fédérer tout ça. Il ramène aussi Dr. Dre, tout ça. Donc, t'as les vieux, t'as les jeunes, tout ça. Un concert de ouf, et dans lesquels il performe tous ces diss tracks. Du coup, ce concert, il fait un bruit de ouf. Ça continue, du coup, à suivre Drake. Et ensuite, il y a l'annonce du Super Bowl. Du coup, Kendrick Lamar va faire le Super Bowl, qui est la plus grande scène du monde. Quand tu fais le Super Bowl, il y a plusieurs milliards de gens qui te regardent. Et du coup, là, en février, il va encore vivre un très mauvais moment parce que toute la planète va regarder Kendrick faire son Super Bowl et probablement perform Not Like Us. Et du coup, 1 milliard de gens qui vont entendre qu'il est un pédophile et qu'il aime les mineurs. Et je pense que lui, il a vraiment de la peine à accepter tout ça. Du coup, il porte plainte il a porté plainte d'abord contre Spotify.
et contre son label, si je ne m'abuse, Universal. Universal les deux, Music, oui. Une première plainte par rapport à une histoire de taux de royalties pour il accuse du coup Universal et Spotify, je crois, de s'être mis d'accord pour que Spotify paye moins de royalties d'argent à Kendrick et son label Universal pour ensuite mettre cette chanson beaucoup plus en avant. Ouais, que les algorithmes de Spotify en fait sont Ouais, orientés en fait, pour tu baisses, pousser davantage. Il y a un nom pour cette Payola. pratique. C'est pas Payola, c'est un autre truc. Même peut-être pour les radios, en fait, tu leur dis, au lieu de devoir nous payer tant par passage, vous nous payerez moins. Et du coup, ils sont influencés à le payer, à jouer encore plus le track, parce qu'ils ont moins à ça payer. leur coûte moins cher. Ça leur coûte moins cher. Il a retiré cette plainte. Oui. Et il a retiré cette plainte, Drake. Mais surtout, en fait, rien que cette plainte, elle est complètement conne parce que ça fait partie du système, en fait. Ouais. Ça fait partie du système des majors, de comment ça marche aujourd'hui le game. Des plateformes. Et un des premières personnes que tu peux être sûr qui a bénéficié de ce système, c'est Drake. Donc lui-même, il est en train d'accuser le système qui l'a mis au top. Finalement, de se retourner contre lui. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait porté cette plainte, c'était un énorme. Déjà ça. Une énorme polémique autour de ça. Exact. Ça, c'est sûr. Tu portes plainte, frère, parce que tu perds alors un que 10. t'es en train de perdre un clash. Ouais. Et là, maintenant, il porte plainte. Du coup, il a retiré cette plainte et maintenant, il porte plainte contre Universal. Contre Universal. Tu as les détails de la plainte, là. C'est notamment pour avoir approuvé, sorti et lancé même toute une campagne de communication, promotion pour accompagner la sortie du morceau Not Like Us, qui est, selon Drake, donc un morceau qu'il accuse de façon abusive, erronée, d'être un pédophile notamment. Oui. Pédophile. Et du coup, il faut savoir un truc, c'est que Drake est lui-même signé chez Universal Music depuis 15 ans. Kendrick Lamar est signé aussi chez Universal Music. Après, ils ont tous des sous-labels ou des trucs différents, mais les deux sont signés chez Universal Music. Du coup, toi, tu es en train de faire un procès à ton propre label en accusant ton propre label qui t'a poussé. C'est ce label aussi qui a fait que Drake est le Drake, la superstar qu'on connaît, parce qu'ils ont investi des millions et des millions, parce qu'ils ont utilisé toutes les stratégies possibles pour le faire gagner. Et puis aujourd'hui, tu es en train d'accuser ce même label sur lequel il est toujours signé, en fait, d'aider ta concurrence, à t'assassiner, en fait, publiquement. Et du coup, déjà, c'est symboliquement et publiquement. Et du coup, déjà, t'es là, mais gros, c'est ton label, frère. C'est le même gars qui te pousse, toi. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Mais après, ce qui est intéressant, juste parenthèse, mais c'est pas la première fois que des artistes portent plainte contre leur propre label. Oui. Et puis, dans les articles que tu peux lire, il y a une analyse aussi à faire. Mais bon, là, pour le coup, on sait que c'est pas ça, ou que c'est pas que ça. Mais que quand ils le font aussi, ça permet ensuite de plus facilement aller casser un contrat ou au contraire négocier pour dire, bah non, moi, regardez ce que vous m'avez fait, je veux me casser. Donc, soit on casse le contrat, soit vous allez le négocier encore plus à la hausse. Mais je pense que là-dedans, c'est un peu anecdotique. Ouais. À fond, mais ce qui est fou. Mais donc il citait notamment George, le chanteur que t'aimes bien en George plus. Michael. Ouais, merci, George Michael et Prince qui ont porté plainte contre leur propre label. Mais là, du coup, ce qui est complètement hallucinant, c'est vraiment de se dire que c'est un rappeur. Donc on parle du rap, les diss records, c'est la compétition, c'est un truc qui existe depuis toujours. Et en plus, il y a des interviews de Drake qui dit que lui, c'est un scholar, un étudiant, un gars qui a étudié les rap beefs, qui connaît trop, parce que c'est vrai que c'est un passionné de rap. Hein. Et du coup, c'est son truc qu'il sait, qu'il connaît, qu'il a étudié ses rap beefs. Mais frère, ça n'a jamais arrivé qu'un rappeur qui perde un beef porte plainte. Jay-Z, il a perdu contre Nas, c'était humiliant la façon dont il a perdu contre Nas. Il a dû aller à la radio Jay-Z Hot 97 pour dire ouais, je m'excuse parce que le dernier diss track que je sors contre Nas, en fait, ça va trop loin ce que je dis, je le retire, je m'excuse. Et il perd, il prend... À ce moment-là, Jay-Z est le plus gros rappeur du monde et il perd. Et il va le dire à la radio. Et il a le seum, mais il accepte. Il va pas faire un procès à Nas parce que Nas, dans son diss track Ever, le traite d'homosexuel. Bon, déjà, ça c'est dégueulasse et tout. Ouais. Ça, c'est le rap, voilà. Homophobie et tout ce que tu veux. Mais plein de choses pas vraies. Il va pas dire, oh, lui, il a dit des trucs pas vrais. Le rap, c'est que... Enfin, les diss tracks, c'est pas supposé être des vérités. Faut savoir vraiment que ça remonte à hyper loin dans la culture du hip-hop, la confrontation, que ça vient même à la base même des Dirty Dozen, c'est-à-dire c'est des clashs dans les prisons, etc.
etc. Donc il y a toute une filiation culturelle comme ça qui ensuite est allée dans même d'autres genres musicaux. Et puis donc tu as cette culture de la vanne avec des rimes. Et donc il y a toujours eu des battles. Ça c'est même une discipline aussi de battle MCs et des diss tracks. Il y en a des légendaires. On a parlé évidemment mais à l'époque même les KRS-One, Juice Crew contre Boogie Down Production, les LL Cool J, Cannibus, enfin plein de diss, même Mobb Deep était impliqué dans les clashs avec les Tupac et tout, avec Jay-Z. Enfin c'est un truc complètement historique et que Drake effectivement et que tout le monde, c'est un moment où il y a presque tous à un moment donné se sont retrouvés dans des diss, soit se sont retrouvés on top, soit se retrouver en bas. 50 qui est le king des diss tracks et des diss concepts, des mixtapes entières. Ça a jamais été que forcément c'est diss track, on s'est jamais dit ce qui est dit, c'est vrai, c'est la vérité, c'est de dire les trucs les plus genre où l'auditeur quand il écoute il est là waouh, et c'est vrai que là dans ce back and forth, cet Drake a été très méchant. Oui, et Drake a été méchant aussi, mais au final c'est complètement puis il y a tout un truc de victimisation de ouf de la part de Drake, d'aller se cacher derrière des avocats et de pas attaquer en fait Kendrick aussi directement. Il attaque le label. Et juste aussi précision dans la plainte, pour en fait, dire peut-être, ouais, je suis pas en train d'attaquer. C'est pas Kendrick qui me fait peur, c'est le label et tout machin. Juste une précision, mais en gros, un des arguments invoqués, c'est que les suites de ce morceau-là ont eu des répercussions sur sa sécurité, notamment son enfant qu'il a dû sortir de l'école où il était, Drake. Donc ça fait partie de l'argumentation. Je dis pas que c'est bien, enfin je dis pas que c'est justifié, mais ça fait partie de toute la justification de la plainte. Alors là aussi, de ce que j'ai aussi vu, il y a toute une partie aussi sur le fait qu'il dit que dans le morceau, purement au niveau des paroles, Not Like Us, et à un moment, Kendrick le traite de colon ou de colonisateur, et que là, donc Drake a tiré le raisonnement en disant, bah en fait, c'est une analogie avec ce qui se passe à Gaza, et vu que lui-même est d'origine ou de culture ou confession juive, notamment par sa mère, en tout cas de descendance. Gaza dans la plainte, t'es sûr? Non. Okay. Mais il dit du coup c'est des en fait que des c'est paroles des paroles antisémites. Genre tu n'es pas comme nous et tu es un colonisateur, sous-entendu derrière. Je fais allusion à Israël, à Gaza. Voilà. Okay. Mais c'est assez hallucinant déjà comme défense. En fait, il y a des gens sur Twitter. C'est dans ces moments-là que moi j'aime encore être sur Twitter et X malheureusement. Mais c'est parce que c'est hyper drôle en fait ces moments-là où justement là Drake. Il devient la risée de tout Twitter, et il y a des gens qui justement ont dit mais en fait là il est en train d'utiliser la technique de défense des gens qui défendent le génotide d'Israël en mode tout ce qu'on peut leur refuser. C'est parce que vous êtes antisémite. Voilà, l'ONU est antisémite, la Cour internationale de justice est antisémite parce qu'ils émettent des critiques par rapport à la politique d'Israël. Et là c'est exactement ce que Drake fait en fait. Il instrumentalise d'une certaine manière l'antisémitisme pour se protéger dans ce diss alors que ça marche pas comme ça, frère. Mais du coup c'est quoi? C'est qu'il est super mal conseillé en ce moment. Je pense qu'il est c'est quelqu'un déjà en fait. Un petit fun fact, le gars qui le défend apparemment c'est le même cabinet qui a défendu la pizzeria qui était impliquée dans le Pizzagate. Incroyable. C'est assez drôle. Incroyable. Mais le truc c'est que vraiment... Est-ce qu'il est mal conseillé? Ça je sais pas. Au-delà de ça, c'est là où tu vois aussi que... Parce que jusqu'à maintenant il a fait des bons moves. Au final, le Not Like Us, en fait il prend tout son... Pour moi là il prend vraiment tout son sens. You are not like us. Ça c'est pas un gars, tu peux pas être de la culture et faire ça. Tu peux pas faire de la culture. Tu peux pas être un mec de la culture hip-hop et quand tu perds un battle, tu vas porter plainte chez les flics. Ça c'est vraiment you are not like us. Il a prouvé lui-même. Le truc c'est un truc qu'on a depuis le début, qu'il y a des gens qui disaient ce gars-là, il est pas hip-hop. Il vient pas de la rue, il vient pas des quartiers. Voilà, mais ça, c'est pas forcément un problème. Effectivement. Si tu respectes la culture et tout ça, évidemment. Et Kendrick, lui, il vient de quartiers très durs et tout machin. Ça, il y a rien à dire. Tu peux pas tester la crédibilité de Kendrick. Kendrick, il vient des quartiers, il est pas membre de gang, mais tout autour de lui, il y a des membres de gang. Enfin, il a c'est ça, tu Drake, peux pas il était dans un milieu assez privilégié. Lui. Oui, complètement. Et Drake... Mais ça a pu exister. Ce qu'il est en train de dire, c'est vrai que c'est important. C'est au-delà. Évidemment, ça y participe, mais le côté socio-économico-culturel. Mais derrière, après, t'as quand même le fait de respecter ou pas la culture. Et si tu te lances dans un game de déjà je suis le meilleur, ça c'est un truc très ego trip de hip hop et ça fait partie de la culture et des codes. Ok, donc t'es le meilleur, très bien. Mais du coup vu que t'es supposément le meilleur, bah il y a des gens qui te tirent dessus. Donc t'acceptes, tu rentres carrément dans des classes. Jusqu'à maintenant tu respectes, on va dire le codes, script et les codes. Par contre, une fois que le jeu il est pas à ton avantage, alors tu n'aimes plus le jeu. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas hip hop. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc avec Drake que au final. Il a été d'une certaine manière surprotégé
par son talent, par son équipe, par son label, par le fait qu'il rapporte tellement d'argent. Et d'une certaine manière, en fait, il a réussi. Il a quoi, 37 ans maintenant? Un truc du style, presque bientôt 40 ans. Donc ça fait 15 ans qu'il est sur la scène et qui fait du bruit vraiment sur la scène hip-hop, qu'il est une superstar, ça fait 12 ans, je pense. Et il a vécu toute sa vie dans la pape mobile, frère. C'est-à-dire qu'on lui tire dessus, machin, mais les balles peuvent pas le toucher. On dit la papa mobile. La papa mobile. Et en fait, c'est la première fois qu'il perd, en fait, vraiment. Il a jamais perdu. Et du coup, en fait, je pense que ça perdre, en fait, les échecs, notamment les échecs publics, on le voit avec les sportifs, on peut le voir avec les artistes aussi. C'est des trucs qui te rendent plus fort, généralement, et qui t'apprennent aussi une certaine humilité. Et lui, il n'a pas eu à apprendre l'humilité, en fait. Il a toujours été en top, il a toujours réussi à s'en sortir. Il a eu des gros soutiens même de certains gars de la rue, comme des Jay Prince à l'époque du beef avec Pusha, qui a dit stop. Et du coup, Pusha, il a respecté le côté Jay Prince et il a stoppé. Même si beaucoup de gens disaient déjà à ce moment-là qu'il prenait l'ascendant. Voilà, qu'il prenait l'ascendant. Mais du coup, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas capable. En fait, je pense que c'est une sorte d'immense homme-enfant. Enfant roi. Capricieux. Capriccieux. Qui a toujours bouffé, à qui on a toujours donné tous les meilleurs plats, à qui on a toujours caressé dans le sens du poil. Et puis aujourd'hui, tout d'un coup, en fait, ça a éclaté, en fait. Du coup, il fait son caprice. Et du coup, il sait pas comment réagir. Il sait pas simplement se dire, tu sais quoi, en fait, merde, j'ai perdu. Vas-y, je m'assieds, je reste chez moi, je ferme ma gueule, je travaille. Dans un an, je reviens avec du son. Et puis, j'essaye de continuer ma carrière comme ça. Non, il fait des moves de gueudin jamais vus dans cette histoire hip-hop. Jamais vu. Et t'as vraiment des gens qui sont même hors hip-hop, à la télé, aux States, tout ça, des présentateurs qui parlent de ça en mode, mais Drake, il a craqué, frère. Et finalement, ouais, c'est assez triste. Ce qui est ouf, c'est de se dire, d'un point de vue de Kendrick, que là, il a fait un chess mastering de ouf, c'est-à-dire en termes de jeu d'échecs. Donc, tu vas sur l'album de Future, Metro Boomin. Tu tires sur deux gars à qui on t'a tout le temps comparé. Il y en a un des deux, J. Cole, du coup, par rapport à ce que tu disais, qui décide de te répondre, mais qui limite retire sa plainte. Oui, c'est ça. Il retire sa participation. Parce qu'il a senti ce qui allait arriver. Le feu allait être très brûlant. Il a senti que ce feu, c'était pas pour lui. Drake mort à l'hameçon, il répond, il se répond. Drake perd et au final, il dépose plainte. C'est-à-dire en termes de échec et mat. Non, c'est d'un point de vue. Après, par contre. T'es sorti du jeu, quoi. Kendrick, c'est Machiavel, frère. Voilà, exactement. Par contre, deux choses. Level de masterisation du beef et du rap de Kendrick à ce niveau-là. Je me réjouis vraiment de voir ce que ça va donner. Donc, le Super Bowl, c'est le 9 février prochain. Et je me réjouis tellement de voir ça. Ça va être, en termes de show, je pense que ça va être gueudin. Et ce que va ramener Kendrick, c'est dingue. Et par contre, la dernière parenthèse que j'allais donner par rapport à ça, et après je vous propose peut-être de changer de sujet, et en vrai on est presque aux 3/4 du podcast là, si je ne m'abuse, mais bref. Non, parce que ce recording il a commencé au moins 20 ou 30 minutes. C'est pour ça, mais du coup on est déjà à 1 heure. Mais là où je voulais en venir, c'est on a fait 1 heure. De toute façon, Drake, c'est là où j'allais en venir. Drake, j'allais dire, bon, en gros, Kendrick Machiavel le fait sortir du jeu, lui fait sortir de ses gonds, lui fait perdre en crédibilité, en respect, etc. Après, voilà, Drake a tellement aussi dépassé certaines sphères que les questions de street crédibilité ou d'authentique crédibilité, qui sont déjà de manière générale dans le rap, sont redescendues. Drake a participé à cette softisation et pour moi, dans une certaine mesure, sur certains points, positivement, le côté sensible, etc. Et puis musicalement, avec des projets incroyables dans cette optique. Mais du coup, je pense aussi qu'au final, alors il perd des plumes. Et d'ailleurs, dans la plainte, il parle aussi concrètement du business, au niveau business, de choses qu'il a perdues, etc. Mais par contre, est-ce que ça va entacher durablement, du point de vue du grand public, l'image de Drake? Ça, je sais pas, et je suis pas sûr. Enfin, je sais pas, et je suis pas sûr. C'est la même chose. Écoute, ça va voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ça fait déjà un petit moment que sa musique
malgré tout, au-delà des histoires avec Kendrick. C'est un Ça moment fait qu'il avait pas de hit, hit aussi. Ouais. tu vois. Donc il y a un moment aussi, peut-être lui, il est un peu à sec aussi artistiquement, moi je pense. Il y a pas une proposition de ouf et tout, mais ça c'est normal. Après 10-15 ans au top, frère, c'est normal que t'aies plus énormément de Mais trucs, même du quoi. côté de Puis Kendrick. aussi, c'est intéressant, dans un dernier truc par rapport à ce beef aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la manière de procéder au-delà de leur confrontation directe, mais leur manière de gérer leur carrière et de comment ils ont géré leur carrière en termes de sortie musicale notamment. Ouais. Et je sais plus, c'est un article que j'ai lu là-dessus ou des tweets, je me rappelle plus de qui malheureusement, mais qui disait ça, que j'avais trouvé très intéressant, c'est le fait qu'en fait, Drake, lui, il est dans la saturation. Ça veut dire qu'il est tout le temps là. Il est tout le temps là et il te laisse pas. Ça fait 10-12 ans, bon maintenant depuis 3-4 ans, comme je disais, les trucs ils accrochent moins, mais je pense de 2010 ou 2011 à 2021, Drake, il est tous les jours dans tes oreilles avec un nouveau hit dans les charts, au top des charts, tout le temps. Un single, ou un album, ou une mixtape, Un ou truc, remix. tout le temps, exactement. Ouais. Alors que Kendrick, il a ce truc beaucoup plus dosé. Je viens, je drop mon projet, Pendant ça, 6 je mois, pique, une je pars. année, 6 mois, je je sais suis pas là, je me casse. Mhm. Et aussi des projets très différents. To Pimp a Butterfly, Good Kid, Mad City, La BO Damn, de Black Panther. la BO de Black Panther. Mais à chaque fois, c'est paf, tous les 2-3 ans. Et en fait, après, une fois qu'il a sorti son projet, qu'il a promotionné, qu'il a tourné, on n'entend plus parler. Il fait quelques feats. Il se met en retrait. Il se met en retrait. Et du coup, tu cultives aussi un truc où il y a une attente. Mhm. Et tu crées une attente, le fait que t'es pas là. Puis Ouais. en fait, Drake, le fait d'oversaturation, de saturation excessive, fait qu'en fait, il n'y a plus d'attente au bout d'un moment parce qu'il est tout le temps là. Donc, il te manque pas. C'est vrai. Et aussi, je pense que tu t'épuises un peu artistiquement, même si tu peux avoir tous les collaborateurs et tous les ghostwriters du monde. C'est aussi ce qui est un peu arrivé à Drake. Puis en fait, ce qui arrive à Drake, c'est un peu ce qui arrive au mainstream aussi, au-delà du beef. Je dis en termes artistiques et d'impact. Ce qui arrive au rap Kendrick mainstream en général. Ouais. Et Kendrick, du coup, bah lui, c'est. Comment est-ce qu'on dit quand il y a une règle puis qu'il y a une exception. L'exception qui confirme la règle. Voilà, Dans le rap mainstream. exact. Ouais. Ok, Interesting. pardon. Nice. Merci pour vos partages là-dessus, les gars. Joey, Kendrick, on va évidemment suivre toutes ces affaires. Suivre aussi justement ce Super Bowl qui a lieu donc le 9 février prochain. Le J'avoue que Super j'ai jamais Bowl. vraiment regardé en direct, mais là ça va quand même titiller ma curiosité. J'avoue. Parlons Let's go. de rap, refaisons peut-être une parenthèse sur le rap français et du coup après on enchaîne sur le rap suisse si vous le voulez bien, puis après on Vas-y. arrivera gentiment justement à la fin, mais on parlait du fait que voilà, on comparait un peu la santé des différents raps en termes notamment de mainstream et de soirées, etc. Et là, on est dans une période de l'année en fait où il y a les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé, les 5 talents à suivre de Combini, etc., etc. Donc T'as la liste là ouais, j'ai Oh, la t'as liste, Let's go. Et du coup, on s'est dit qu'on checkait justement ces listes-là et puis qu'on en partageait un petit feedback et même ne serait-ce que de savoir à quel point on a suivi ces rookies. Donc par exemple, Bouscapé, on a Yorsi. Donc Yorsi qui était un participant de Nouvelle École, si je ne m'abuse. Ouais. J'avoue que la dernière saison, je l'ai maté un peu en diagonale. Kiked, KLM, Saïf, R2, KLN ou Clean, ça j'avoue, je sais pas comment on dit. Dexter, HMC, Bébé Noya, Théodora, Boy ou Boy, je sais pas comment on le dit, j'avoue. Abdi de la SF. Et du coup, ça se fait que pendant un podcast, il y a un mec du podcast, il se barre au milieu de ton émission. Ouais, Parce écoute, que là, il me je trouve semble ça qu'il y a un gars, il est intéressant. parti. Ouais, je trouve ça Il est intéressant. où ça. il est parti, il a quitté le podcast. Je sais pas. peut-être Est-ce que qu'il ça, on allait a réviser. déjà vu ça dans un podcast? Genre, Ça doit au exister, milieu hein. du premier épisode, t'as un des trois Oh, hosts. j'entends une chasse ah s'étirer. ouais, ok. Bon, qui part à la chasse, tu On lui connais. demandera si c'était numéro 1 ou numéro 2. Et du coup, pourra pas du tout couper ce moment du coup. sur Combini, Numéro 1, Combini, c'était rapide. il les appelle Pas mal, hein. les rookies de l'année. Et du coup, alors en doublon, t'as aussi Théodora. Et sinon, Lamano 19, pardon. Mhm. Sheriff Lazone, Boost,
Venin. Ah ouais, bah Venin. Qui était programmé au Beat Festival qui va pas pouvoir venir apparemment. Ouais. Donc voilà un peu la liste. Moi je vous avoue, donc j'ai jeté une liste, un coup d'œil là-dessus. Je suis très content pour Théodora. Je vous cache pas que moi j'ai vu, entre guillemets, grâce à Twitter X, parce que là-dessus t'as aussi un peu plein de petits trendsetters et de médias, des nicheurs, tout ça. Et Théodora, je l'ai vu arriver par là, avant même d'ailleurs ces hits là, mais quand Congolais sous BBL est sorti, j'ai dit ah non, ça va être imparable. Je me rappelle que je l'ai fait écouter à plusieurs personnes, dont Vince Lee. Je vous cache pas, je suis la plus grande source d'inspiration de Vince Lee. Ça c'est faux. Et ça, j'ai dit ça va être vraiment le hit du moment au niveau français notamment, et c'est un des plus gros hits de l'année dernière, avec des trucs assez improbables en termes de mainstreamisation. Et du coup c'est ouf parce que je crois que je sais pas où elle en est maintenant. Puis tu connais jamais les coulisses de l'industrie en termes d'industry plant, etc. Mais il me semble qu'elle elle était en tout cas de base dans des labels indés ou des trucs comme ça. En tout cas, voilà. Donc c'est hyper intéressant. Après, pour le reste, en fait, j'ai écouté. Il y a plein de trucs qui sont bien et tout. Je vais pas forcément donner de nom directement, mais un truc qui m'a marqué. J'ai l'impression qu'on est dans une période là du rap français où t'as des artistes qui sont des évolutions d'autres artistes ou genres qui viennent de les précéder. Donc là, par exemple, j'ai l'impression d'avoir écouté. Alors typiquement, Théodora, tu vois, elle fait son hit Congolais sous BBL, c'est Bouillon. Le Bouillon, c'est pas nouveau, mais dans le rap français, c'est un truc, c'est des sonorités relativement neuves. Et donc ça, c'est évidemment un nouveau truc cool et tout, même si on sait qu'en ce moment, il y a tous ces hits afro-caribéens, justement, le compas, Bouillon le chata, etc. Oui. Et mais à part ça, justement, les autres trucs que j'écoute, je me dis ah waouh, c'est bien. Il y a tout qui me parle relativement. Enfin, il y a des trucs que j'aime moins, mais il y a tout qui a un niveau, évidemment, que c'est bien fait, quoi, bien conçu. Mais t'as l'impression que c'est une version un peu améliorée de Soul King, l'autre c'est une version améliorée de Nemir, l'autre c'est une version améliorée de je sais plus quel rappeur, etc. Et voilà, là je résume un peu, mais ça me marque au-delà même de ces tops là. C'est de voir un peu cette évolution maintenant où t'as toujours quand même des nouveaux sous-genres et puis des nouvelles sensations, mais en même temps t'as ce truc où tu vois, si je fais une analogie, par exemple, Young Thug, quand on l'a vu arriver, on était là, ok, Lil Wayne 2.0, vraiment. Mais en même temps, Young Thug, hyper bien, hyper important, et il a twisté le truc aussi, tu vois. Il a grave twisté le truc. Et puis ça existait, tu vois l'affiliation, quoi. Et ça existait évidemment dans le rap français. En vrai, il y a combien de gars qui sont des versions, et d'ailleurs pas améliorées, mais on va dire twistées un peu de Booba quand tu réécoutes. Même en vrai, Damso, c'est Booba à plein d'égards, tu vois. Mais voilà, de voir comme ça un peu maintenant dans les rookies, des gars qui sont des Tiakola, mais un peu différents, tu vois. Hamza, mais un peu différent. Genesio. C'est ouf. Ouais, Genesio, ça fait évidemment vachement penser à Tiakola. Et en même temps, Genesio, c'est incroyable. Moi, j'adore vraiment, tu vois. À fond. Donc voilà. Après, peut-être autre petite réflexion, c'est aussi de se dire, il y a tellement de rap qui sort, tellement de sous-genres différents, que même nous qui sommes supposés être des spécialistes, etc., et qui suivons quand même pas mal l'actu, en fait, sur un top comme ça, t'as peut-être la moitié ou moi, deux tiers. Le top Bouscapé, la moitié, je connais pas, je pense. Ouais. Le truc Combini, ça je connais déjà plus. Ouais, il y en a 5, donc la proportion elle est moins grande. Après, c'est vrai que Et ils sont un peu plus avancés d'ailleurs. Quand ils disent rookie dans Combini, tu vois qu'en tout cas, justement. Ouais. Enfin, avancé, on va dire, en tout cas sur le côté un peu plus mainstream, peut-être qui a déjà fait parler justement dans des médias un peu plus généralistes, on va dire. C'est moins du dénichage. Moi, je connaissais Théodora, je connaissais Kiket, je connaissais. Ouais, alors là, c'est pour Combini. Yorsi, ouais. Aren Boy, ça j'avais déjà entendu 2-3 trucs qui étaient cool. Et je sais pas si on le prononce comme ça, j'avoue, désolé. Mais voilà, il y a voilà, 4-5 noms comme ça. Le reste, j'avoue, je suis un peu plus novice. Sheriff Lazone dans le truc de Combini, ça je connaissais aussi. Oui. Moi, ce que je trouve cool, au-delà de, tu vois, des blazes... Mais pas de Suisse. Mais par contre, ça va être le truc après. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, et c'est justement, ça va à contrario, est-ce que ça se dit tout ça, des fois j'utilise des mots, je ne sais pas si pour une fois, c'est validé, c'est validé. À contrario du courant américain, c'est qu'en France, il y a un renouveau tout le temps. Ouais. Tout le temps, il y a des nouveaux artistes, il y a un dynamisme de psychopathe quand même. À chaque fois que tu te dis peut-être que là, on a atteint un pic, en fait, il y a des nouveaux gars qui arrivent, il y a des nouvelles certifs. Fais juste gaffe en termes de... Pardon, mais là, tu fais une généralité que je trouve intéressante, mais en même temps, ne retombons pas dans un truc... Enfin, nous, on suit aussi les États-Unis sur peut-être une partie on du est biaisé game aussi. Qui est un peu plus grosse surface. Oui, alors... Tu vois, on n'est pas sur le trend-setting Twitter, l'équivalent du trend-setting Twitter. Il n'y a pas de souci, mais ce que je te dis, c'est qu'aux States, ça se voit dans les charts, ça se voit dans les chiffres.
Il y a Oui, mais là, c'est pas non plus des gars des charts. C'est-à-dire, si tu penses aux Freshmen XXL, là aussi, je pense qu'il y en a plein qu'on connaît pas, tu vois. Ouais, mais là, il y a plein de ces nouveaux artistes qui font déjà des disques d'or, des trucs que les Ostétiques Ok. font pas. Théodora, Yorsi, Ouais, la c'est les Mano, deux, je sais pense, pas. hein. Hein? C'est les deux qui ont. Ouais, qui c'est ont fait les des deux gros chiffres, qui ont je pense. plus le pop, mais tout ça pour dire qu'il y a toujours un renouveau et que c'est un vrai impact en fait sur la culture et le game, Ouais. et qu'on le ressent, on le ressent très bien en club. Après, moi, j'ai un notamment. challenge aussi. C'est l'année dernière, je pense, il y avait les 10 de Bouscapé aussi, tu vois. Au final, t'en as combien qui sont encore actifs aujourd'hui et qui ont un succès en 2024, tu vois. Ouais, bon, ça, c'est pour Il y tous en a ces assez trucs-là, peu. des fricheurs. Hein. Tu Oui. regardes les. Par exemple, il y a XXL des. Freshmen. Voilà, les XXL Freshmen, qui est ce classement de 10, je crois, 10, 11, je sais plus. Personne aussi, c'est un peu les premiers à avoir lancé ça comme ça, des espèces de rentrées, des rentrées des classes, ouais, tu vois, mais il y a- des Freshmen. justement, il y en Et avait t'en un as qui chaque était- année, t'en as plein aussi qui en fait disparaissent. T'as des gars qui ont fait un peu comme ça le suivi, le tracking sur la durée. T'en as qui deviennent des méga stars évidemment, mais t'en as toujours dans chaque classe qui deviennent peut-être 2 ans après. C'est des mecs qu'on a complètement oubliés. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. sûr. Juste, je pensais, je sais pas si vous avez vu passer ce hit aussi. Enfin là, je l'ai vu dans plein de stories, mais tu vois, Dakiz, ce morceau Superstar là, qui est un truc très Hamzesque aussi. Oui, j'ai vu Et ça. c'est hyper bien, hein. Et c'est pas forcément là Si, dans les ouais. top Bouscapé et tout ça, mais Non, par exemple, ça, c'est vachement bien. ouais, je suis c'est d'accord. hyper bien. Et vraiment, J'ai autant vu je ça me dis. sur Twitter il y a 2 jours, je crois. Et en même temps, je me dis, waouh, c'est trop bien. C'est très Hamza, tu vois. Ouais, mais ça tue. Et mais encore une fois, moi je suis pas pour. Moi je suis toujours. J'ai toujours dit aussi, je préfère quelqu'un qui s'est influencé de quelqu'un dont tu reconnais l'inspiration, mais que la musique elle est hyper bonne, que quelqu'un qui veut absolument faire de l'originalité et c'est inécoutable. Donc après, évidemment, il faut trouver un compromis entre faire de la bonne musique et être original. Mais pour moi, si ton influence s'entend, tant que tu la reconnais en fait, tu vois, Ouais. c'est ça aussi. Tant que tu la reconnais. Après, il y a l'influence et il y a aussi un peu le pattern, j'imagine, où quand tu es entouré avec des structures professionnelles aussi, il y a un petit peu la tentation au moment de sortir ton, Bien sûr, le ton formatage projet, aussi. de te formater un petit peu, de t'inscrire dans un Consciemment ou sillage inconsciemment. d'un autre artiste qui a déjà fonctionné, parce que c'est Ouais. des patterns qui fonctionnent, tu vois. Donc, Après, peut-être juste c'est des stratégies aussi. un truc encore niveau rap français avant de passer au rap suisse. Ouais. Vu qu'on parlait des nouveaux, parlons des vieux. Mm. Et parlons d'un comeback qui se passe en ce moment, qui est un comeback de ouf quand même, c'est celui de La Fouine. Ouais. Bah mec, Capital du Crime Radio qui est sorti là cette année. En novembre, si je ne m'abuse. En Ouais. 2025, La Fouine. Donc en fait, en gros, le coming back de La Fouine, il s'opère notamment via les flammes, la cérémonie. Mhm. Il fait un medley en live, il a une C'était super l'année énergie. passée, hein. Il y a un an. De cette année, 2024. Ouais, mais du coup, l'année passée, on est en 2025. Ah oui, oui, oui. Non, on est encore en train de faire une espèce de rétrospective 2024. Mais oui, donc il fait les flammes, ça relance complètement plein de gens qui sont là. Waouh, c'était trop bien quand même sa musique et tout. Mhm. Dans la foulée, il annonce les Bercy. Le Bercy d'abord. Ouais, voilà. Et puis après, il commence à faire, tu vois, il refait des vidéos avec Bouscapé où il fait un son en 1 heure, je crois. Le morceau, il est bien. Il refait des trucs. Tu le vois dans le show, là, DVM show. Avec, il dévoile un morceau avec La Fève. Donc carrément, il se remélange avec les Avec gens le hype du moment. Complètement. Et Oui, il puis, s'est du fait coup- recal par Ouais Renoir aussi. Il y a eu vite fait un truc comme ça aussi. Ok. Où je sais plus, je crois, il le cite, il dit tout est carré comme Ouais Renoir dans un de ses sons. Et puis Ouais Renoir a tweeté un truc genre mets pas mon nom dans ta bouche. Un truc Ah comme ouais ça, tu vois. Non, mais évidemment, il y a Ok. plein de trucs qui sont pas. Enfin, il est pas revenu au top, mais quand même. Déjà, moi, j'ai jamais vu un comeback comme ça dans l'histoire du rap français. Donc, la musique est plus jeune que si tu compares avec les États-Unis, mais je veux dire, un comeback comme ça, c'est un peu Mais dilué. c'était Taiga, vraiment- il y a il 4-5 était ans. Là. dead depuis Ouais, 10 ans. vraiment, là. il était enterré, il était enterré. Après la Team BS, après les clashs avec Booba, même les trucs en solo qui sortaient, ça faisait plus Ouais, c'était rien. C'était Il a pas fait terrible. TPMP avec- quand même, il a été chroniqueur sur TPMP quand même. Oh, Faut le wow, dire. j'avais La oublié Fouine. ça. Mais bien sûr, Ah les oui, gars. c'est J'avais vrai. oublié ça. Pendant environ un an, mais c'était là où il était vraiment dans le fond du bac, je pense. Et puis là, Et, bah voilà, il fait ce comeback là, et donc il sort cette compilation Capitale du Crime Radio où il y a des featuring avec majoritairement des gens, on va dire, de génération en dessous de lui et dont un peu de la nouvelle vague, et notamment il y a un morceau avec Genesio là-dedans qui est Ouais, il y a La Fève, il y a exceptionnel. Bouchy. La Fève, incroyable. Bouchy, Genesio, Kobalade, L2B, ZKR, Leto. Ouais, il a un savoir-faire. Ouais, le morceau avec Leto, il est hyper bien aussi. Donc voilà, la Ça. fin, il a un savoir-faire quand même je pense qu'il a toujours eu et qu'il a pu mettre. Tu vois, je sais pas aussi, peut-être qu'il a changé d'entourage dans le morceau en parlant Ouais, d'entourage. j'ai pas D'ailleurs, l'impression. hein. dans le truc avec Bouscapé, tu le vois, il y a justement Dooms de l'entourage, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors lui, je sais qu'il gère, je crois, aussi des beatmakers, des trucs comme ça, mais Mais il est je toujours crois avec quand Glenn même qu'il Smith, a- il est toujours avec les mêmes clippers, il est toujours avec le même entourage. hein. Ah ça, ouais. il faudrait connaître un peu les insides. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment
turning point là dans cette année 2024 de La Fouine et avec des bons morceaux vraiment et Non, mais sa mixtape, hyper surprenant. Elle est vraiment bien parce que moi, tout ce que j'avais entendu, j'ai l'impression de tous ces trucs depuis 10-15 ans, c'est que c'était moisi. Les punchlines les plus pourris, les plus rincés, les plus les plus, comment dire... Téléphoné. Voilà, téléphoné du monde. Et puis là, quand j'écoutais ce truc, mec, j'ai halluciné. Enfin, j'ai presque halluciné parce que j'étais là, mais attends, j'écoute un track, c'est bien. Waouh, c'est lyrique, c'est bien, la prod est bien, le feat est bien. Deuxième track, pareil, troisième track, quatrième track. Et je suis là, mais mec, il est en train de nous enchaîner un projet qui est vraiment bien, quoi. Où il s'est redonné de la peine pour écrire. Après, reste à voir si c'est lui qui écrit tout ou s'il a des gens qui l'aident ou qui lui écrivent carrément. Je sais pas, mais reste que musicalement, c'est vraiment, vraiment un très, très bon comeback. Et du coup, parallèlement, il a sold out de Bercy, c'est ça ? Ouais. Ce qui est pas rien quand même. C'est quand même 35 000 places vendues pour Bercy Paris. C'est bientôt d'ailleurs, si je ne m'abuse. Et ça, vous pensez que c'est des jeunes qui vont aller à son Bercy ou c'est plus des gens un peu en mode nostalgique et que maintenant que La Fouine est de nouveau un peu sur le devant de l'actualité, je pense que c'est les deux. Moi, je pense justement c'est les deux. Je pense pour pouvoir vendre autant de trucs. Et après, voilà, sur ce phénomène nostalgie, t'as aussi tu prends un autre qui fait un comeback nostalgie, mais plus sur le côté nostalgique, puis quelqu'un qui était quand même hyper présent toutes ces années, mais voilà, c'est Caris aussi. Pour les tournées, Caris, la tournée d'Or Noir, c'est carrément, même tu regardes les vidéos, je crois que notre propre réal Haugen ici a été voir le concert à Paris récemment, enfin c'est des trucs, tu regardes les vidéos, frère, il y a un truc tellement spécial avec cet album, avec Or Noir et tout, que voilà, ça donne envie. Le turning point de la trappe en France. Exact. 2013. Ils l'ont bien marketé comme ça, en tout cas. Mais reste que pour... Il y a du coup ce côté nostalgique, c'est sûr. Mais je pense que La Fouine, il est à la... Oui, c'est beaucoup quand même sur la nostalgie. Je pense que ça joue plus que sur peut-être les nouveaux morceaux. Je me demandais s'il y avait vraiment des jeunes auditeurs de rap, tu vois, qui vont aller au Bercy de La Fouine, tu vois, finalement. Alors ça, c'est possible maintenant. Est-ce qu'ils sont jeunes et qui kiffent les anciens morceaux, ou alors que c'est par rapport au nouveau projet ? Je suis pas sûr parce que le nouveau projet, j'ai pas non plus l'impression qu'il a pas eu un impact commercial de ouf. Après voilà, à voir, je pense que là il y a un album. Niveau image vraiment, Niveau marketing, image, c'était très une fort. image de ouf, et puis le fait de faire ces feats avec toute cette nouvelle génération. Il n'y a pas que la nouvelle génération, il y a quand même Youssoupha. Esprit Noir. Et voilà, deux trois OGs ou un peu qui sont un peu plus jeunes. Leto, il est quand même nouvelle génération. Oui, mais c'est pas nouvelle vague, genre Genesio en mode dans les 2-3 dernières années, tu vois. Dinos aussi. Mais du coup, je suis très curieux aussi de voir ce qu'il va faire comme album, parce que ça, c'est sûr que là, il va sortir un album, et du coup, avec des singles, des trucs plus grand public, je pense. Et puis, mais c'est ça qui m'a plu aussi avec la mixtape, c'est que finalement, c'était pas du tout un truc grand public, c'était vraiment de la trappe. Pratiquement que de la trappe. Un peu en capitale du crime à l'ancienne et tout. Exactement, vraiment mixtape. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner sur un format album, un format où là, il va vraiment aller chercher encore les streams et les certifs si possible, quoi. Genesio, mec, il fait un refrain incroyable, c'est le morceau Briller. J'ai rêvé de briller. Oh. J'ai rêvé de briller. Hey. On est obligé ça. Pourquoi car nos daronnaises ont trimé. Mais Genesio, il est du 7-8 ou pas du tout? Ça, je sais pas. Non, mec. C'est ça. Yes, mec, ça c'est bon, on fait joujou avec les pads. On parle à Suisse, quoi. Mais peut-être qu'il va faire un featuring avec un Suisse, La Fouine, dans son album. Il en a déjà fait un. Oh. Avec Stress. Sérieux? Tu veux nous raconter les insights? Quel est ce morceau? Il a fait un morceau pour moi, La Fouine. Il y a 15 ans, à l'époque de mon projet, de mon album, compilation Invincible. Ça, c'est une belle digression, ça. On avait enregistré un morceau avec La Fouine. On était venu en studio. Mon manager à l'époque, Guirland, avait fait venir. Il était venu en studio. C'était une prod de Big Souf. Une super prod que Big Souf, un producteur genevois, avait fait. La Fouine avait posé, du coup, son morceau qui s'appelait Les Bitches aiment les euros, si je ne m'abuse. Ah ouais, gars, les bitches aiment les euros. Exact. Et j'ai fait écouter le morceau à Stress. Et Stress, il m'a dit, je veux poser dessus. On a demandé à l'équipe de La Fouine, ils ont dit, vas-y. Ah, de base, c'était La Fouine tout seul. Exact. Du coup, il avait 2 couplets? 2 ou 3, je sais plus, 2, je sais plus. Du coup, Stress a fait un couplet. Donc moi, j'étais là trop bien. J'ai un morceau avec La Fouine et Stress. Et c'est l'époque de La Fouine, frère. C'est encore je te parle de 2009. C'est Reste en chien. 2008, c'est Reste en chien. Donc c'est La Fouine. Donc moi, j'ai un morceau avec La Fouine, Stress qui est Stress chez nous, qui est un immense vendeur chez nous. Et tout. Vous l'avez payé combien, La Fouine? Rien, je crois.
Mais non. Non, je crois que, tu sais, non, dans le game francophone, c'est pas. Enfin, ça existe, j'imagine, mais en tout cas, nous, on n'a pas eu à payer. De toute façon, heureusement qu'on n'a pas eu à payer. Mais du coup. Vu la fin de l'histoire. Entre le moment où on a enregistré le morceau et où le moment. Et d'ailleurs, on a même fait. On avait fait un. C'était tellement bien, mec. Label Suisse Label 2008. Suisse 2008. C'est en même temps que l'inauguration du M2 à Lausanne. Exact. Donc c'est blindé de monde. C'est sur la place de l'Europe. Il y a des gens qui sont sur les ponts, etc. Il y a le Invincible Show. Et moi, comme je suis censé sortir d'un projet, mon projet devait être sorti en fait déjà à ce moment-là. Mais finalement, tu connais, on est hip-hop, on a pris du retard. Mais j'avais reçu, du coup, je me rappelle plus comment on a eu ça. Mais bref, j'ai eu une scène. Label Suisse m'ont donné une scène. À Lausanne. Où du coup, c'était 1 heure de Invincible Show. C'était comme ça que mon projet s'appelait Invincible, pardon. Et du coup, bah là, j'avais ramené plusieurs artistes au niveau des Suisses romans. Il y avait Makila, il y avait MAM, il y avait Nega, F, Stress, Nega. Stress. En fait, plusieurs de ces artistes certains de ces artistes faisaient un petit set avec moi, d'autres venaient juste faire un track ou autre. Mam, il avait un set, il faisait genre 10 minutes, je crois. Il y avait aussi Oxmo, on avait ramené Oxmo, qui est venu faire une dizaine de minutes, et DC's. Je pense qu'il y avait Big Sub aussi, il devait y avoir Fidèle Escroc qui a dû venir faire le morceau avec Oxmo. Ah oui, avec Oxmo, ça s'appelait 1000 raisons 1000 rimes, je crois. 1000 rimes. 10 000 rimes, 100 000 rimes, je sais plus. 100 000 100 000 1200 rimes, un morceau incroyable. Et du coup, bah, La Fouine vient, il fait aussi le show avec moi, il fait 15 minutes, 10-15 minutes, il ramène son DJ Battle aussi. DJ Battle. Et quand il fait Reste en chien, en fait, bah, au lieu du couplet de Booba, on ramène Stress à ce moment-là. Oh, c'est vrai. Et du coup, bah, Stress et La Fouine ont collaboré à ce moment-là. Et c'était hyper cool et tout. Mais quelques temps, 6 mois après, on doit sortir le projet. Et entre-temps, La Fouine change d'avis. Et il veut plus sortir le morceau. Mais non. Nous, on sait pas pourquoi exactement. Vous avez jamais eu la justification? On sait pas trop. C'est difficile, hein. Les gars, ils te parlent par manager interposé. Et puis, il dit à mon manager, non, on veut plus, quoi. Et du coup, moi, j'étais très déçu parce que c'était. Oh mec, ça aurait été le banger de ton truc. Hein. Exact. Et ça, c'était. Je pense qu'on avait un hit. Franchement, le morceau était chambé et tout. En fait, pour l'époque, si tu fais un clip, etc., comme tu dis, c'est La Fouine Prime. Ouais. C'est La Fouine Prime. Peut-être que La Fouine s'est dit, en fait, je suis La Fouine Prime. Qu'est-ce que je vais faire un track avec un DJ suisse et puis un rappeur suisse qui est certes une star dans son pays, mais qui n'est pas une star en France. Donc, je sais pas. Et du coup, on n'a jamais pu sortir ce morceau, on l'a pas inclus sur le projet. Ah, il est pas dispo, non, il est jamais sorti. Dispo. Il est sorti parce que le producteur, Big Souf, il a pas super kiffé, je pense, le fait que le morceau sorte pas. Et du coup, je crois que lui, il avait sorti un peu en pirate sur YouTube, tu vois. Donc peut-être que tu peux le trouver. Ah, il est peut-être dispo quand même. Moi, comment il s'appelle? Les Bitch aiment les euros. Exact, un truc. Peut-être si tu cliques La Fouine et Stress ou un truc comme ça sur YouTube, tu trouves, je sais pas. Mais du coup, il est jamais vraiment sorti. Il est dans les Bitch M. Il est dans mes. Ah oui, les Bitch M. Ah ouais, vas-y. Incroyable. Vas-y, joue un peu ça. C'est où ça ramène. Incroyable. Quand j'entends ça, ça me fait chier, putain. Il y a 35 000 vues, frérot. T'as regardé ou pas? Vas-y, stop. Vas-y. Parce que vous pourrez le retrouver effectivement. Les Bitch aiment les euros, La Fouine Stress, produced by The Beat Riders. Ouais, c'était ça, Big Souf. C'est sorti déjà depuis il y a 17 ans sur YouTube. 28 000 vues en tout cas chez moi là. Il y a une vidéo aussi de Chispa, qu'on salue, c'est un réalisateur de Genève. Et c'est La Fouine et Stress qui était donc du coup au concert Label Suisse, j'imagine, non? Exactement, mais oui, peut-être qu'il y a tout. Et il y a la vidéo de Vince Lee sur la scène. Oui, j'avais fait venir justement Chispa sur ta chaîne à toi, il y a la vidéo. Filmer tout le concert, du coup on avait foutu ensuite ça sur ma chaîne YouTube. Mais juste pour dire du coup que ce qui est ouf, c'est qu'en fait sur cette chaîne YouTube, il y a des gens qui doivent penser que c'est un, comment t'appelles ça, un mash-up. Peut-être, ouais. Peut-être. Ça paraît trop improbable en fait, un morceau inédit comme ça de La Fouine. Mais vraiment, c'était pour moi, non seulement c'était évidemment en termes de potentiel succès commercial ou de potentiel succès tout court, c'était le morceau que j'avais sur ce projet qui avait le plus de potentiel. Et puis, c'était aussi probablement
le meilleur morceau ou un des 2-3 meilleurs morceaux du projet qu'on a finalement pas pu sortir et bah ouais. Un projet qui est Dommage, toujours quoi. disponible sur les plateformes. Incroyable et dans anecdote. Non, il est lequel grave on pas retrouve- disponible en fait. Non, il est grave, on l'a pas, il est jamais été foutu sur les. Oh, faut t'es que je affreux, regarde. Mais tu vois, il y a mec. tellement de tenants et d'aboutissements de gens à contacter parce que D'aboutissant, on tenant a- et aboutissant, pardon. tenant et aboutissant, enfin, je sais et pas si c'est ça, adoucissant. mais bref, adoucissant. Mais il faudrait recontacter là pas mal de managers, peut-être des labels pour clearer le truc, pour que ça aille sur les Spotify et tout. Mais je sais qu'il faut que je le fasse, mais t'as capté quoi. Je fais une parenthèse. Mais il y a les clips. Oui, Les c'est ce que clips j'allais qui dire, c'est étaient que les clips sortis. sont disponibles sur YouTube et t'as quand Exact. même un clip avec D6. Exact, c'est ma première collab avec DC, c'était là-dessus. T'as elle est un produite clip par avec, Complex. avec IAM. J'ai J'ai un pas un clip. titre avec Popcan aussi Ça, Ça, c'était c'était plus après. tard. Ouais, c'est plus tard. Clip avec IAM, CV. Invincible, t'as un clip aussi, c'était le remix de je sais plus quel morceau, c'est Mam, Nega et Stress. Avec Lia qu'on avait fait au Sénégal, ça c'était Ouais. produit par. Le clip a été tourné au Sénégal et ça c'était produit par Yvan. Puis un autre clip, je Bah, crois, avec pour l'époque, c'est un beau Contact, truc, F hein. et Guima, produit par Yvan aussi. Un clip de ça? Ouais, mais en Ah fait ouais. c'était un morceau de Contact, le groupe R&B avec qui je bossais. Ouais. Ils avaient fait leur clip dans lequel j'apparaissais et au final ils savaient pas comment le sortir, je crois, le single ou autre, donc ils m'ont dit bah mets ça sur ta compile et sors le clip. Yeah. En tout cas, bah, on reviendra aussi sur ce type de petites anecdotes coolax, puisqu'on a croisé la route de pas mal d'artistes dans nos parcours. Et là, c'est une belle anecdote sur ce featuring avec La Fouine. Est-ce que vous voulez on ça termine fait un peut-être bon moment, Ouais, soit justement. on termine là, soit on parle encore d'un truc. Mais je pense qu'on peut Non, parler il faut qu'on encore. termine Je sur le pense rap qu'on peut suisse. encore terminer sur le rap exact. suisse. Voilà. Voilà. Après, les gars. Bah oui, le dernier sujet, après avoir parlé de tout ça, et on a parlé de connexion entre le rap français et le rap suisse, c'est un petit état de santé des lieux du rap suisse en 2024, notamment. Alors on peut, spoiler alert, le plafond de verre n'a pas encore été totalement pété. Si on parle de plafond de verre, c'est-à-dire cette fameuse analogie avec le rap belge, est-ce qu'il y a un artiste suisse qui arrive au statut d'un Damso, d'une Shai, d'un Hamza ou de choses comme ça? On n'est pas encore à ce niveau de plafond de verre cassé, mais il y a des belles choses qui se sont passées en 2024. Slimka qui a reçu un Swiss Music Awards au niveau national suisse, c'est déjà un super bel accomplissement. Runa qui a sold out un Olympia, Tyrone Quidance qui est donc plutôt lui dans le chant afro, qui a sold out une cigale, si je ne m'abuse. Ah non, il a fait aussi d'ailleurs un Olympia, pardon, il a fait un Olympia aussi cette année. Il y avait Makala qui l'année d'avant avait fait aussi un Olympia. D'ailleurs c'est sur le projet de Gazo et Tiakola, t'as des voix de Ike Turner qui est un chanteur qu'on Ouais. aime beaucoup. Donc t'as plein de petits placements comme ça. Je vois Kenzie aussi, rappeur de Genève, qui est partagé par des gros comptes sur Twitter, etc. Kenzie qui fait un super boulot, allez checker ses derniers clips notamment, qui sont toujours réalisés par le talentueux Bagdad 794 de Genève aussi. Salutations à toute l'équipe de Kenzie et Shout de out. Bagdad. Voilà, il y a des belles choses. Il y a dans un autre genre plutôt afro, R&B, pop, Arma Jackson qui fait son bout de chemin, qui a eu justement un single d'or cette année. C'est le premier single d'or, le premier disque d'or D'un artiste urbain. d'un artiste suisse Ouais. en termes de musique rap Urbaine. et compagnie Large. et musique cousine, musique urbaine, on va dire, même si on n'aime pas ce terme. C'est la En première fois France. qu'un de nos artistes fait un disque d'or en France. Quand Ouais, même. parce qu'on a eu dans le rap suisse, évidemment, Stress, il y a eu, je crois, Danitza qui a chopé un disque d'or, et là même c'était un peu une première fois Buds au aussi, niveau non local. Buds, salutations à Buds, très bon rappeur aussi de Bienne, qui en 2024 a fait son propre festival et qui est en train de bouger. Ouais, il y a plein de petits trucs comme ça, super cool à noter. M.A.M, rappeur qu'on adore, qu'on considère parmi les meilleurs, Qui même a au niveau signé français. chez Sony Music à l'époque. À l'époque, en 2012, et qu'il a fait un super beau comeback avec les compilations Grand Bazar et qui donc allait performer à Et Paris ses mixtapes. dans le cadre Starter de la Pack. place, qui a sorti des mixtapes Starter Pack, qu'on voit là, qui a des connexions avec des super kickers français. Là, il était sur un coplateau avec Veust et puis Jungle Jack, donc des gens aussi qui justement dans cette discipline du kickage sont très respectés. Donc voilà, il y a des super choses. Et il y a quelqu'un, je pense, qui a majoritairement marqué l'année. Bon, ça se tape un peu quand même. Si tu penses à Runa, il a fait aussi le Paléo, je me rappelle, et c'était avec Runa, beaucoup de monde. grosse année, Runa. beaucoup. L'Alhambra à Genève aussi sold out, plein de dates en France. Donc Runa aussi une magnifique année. Mais ouais, je dirais que celui qui a peut-être fait la plus grosse ascension cette année, c'est-à-dire de passer des steps comme ça doit être le Genevois Mairo. Ouais.
avec notamment des titres et puis plein de respect par-ci par-là donnés par soit des artistes, soit des médias, des choses comme ça. Mais là, d'ailleurs en 2025, il s'apprête à faire une Cigale, je crois, une tournée là, qui est déjà sold bientôt. out. Et Antigel aussi, festival Antigel. trop bien à Genève. Exact. Et en 2024, donc, je pense une petite ligne du rap suisse, voire français, en termes de kickage et de démonstration de rap, c'est son Grunt, le Grunt numéro 68. Ouais, alors franchement, Incroyable. C'est vraiment un truc de ouf ce qu'il a fait. C'est un événement en fait, ce Grunt. Ce qu'il en a fait, parce qu'il faut savoir que le Grunt, du coup, c'est un média. Le Grunt, c'est aussi du coup leur format des sessions freestyle, ouais, de dans sessions lesquelles freestyle ont été popularisées filmées. à l'époque, notamment avec toutes les équipes de 1995, l'entourage, plein d'équipes de kickers comme ça. C'est pas le premier Suisse d'ailleurs à en faire. Slimka en Non. avait déjà un qui était cool. Ils en qui avaient était fait tourné un. au stade de Ouais, Genève. de Genève, ouais. Où il Maïro avait avait invité un peu toute la participé. scène. Ouais. Voilà, exactement, avec plein d'artistes genevois. Maïro avait participé. Ah, parenthèse, juste, ça me fait penser, mais dans cette vidéo-là, il y avait des trucs super cool aussi, avec un peu des plus OGs et tout. Et peut-être signaler, parce que c'est vrai qu'on oublie des fois aussi de montrer qu'il y a des Bien anciens sûr, qui ont oui. sorti des projets cool. Rox, notamment, pour le rap genevois. Bien sûr. Voilà, donc ce qui est cool maintenant, c'est que tu as plein de générations de rap suisse, etc., qui ont sorti des trucs cool. Le niveau est bon, clairement, mais on n'est pas encore sur ce plafond de verre cassé. Et donc voilà, même Maïro qui est pas encore, c'est pas non plus ultra mainstream, mais à l'échelle du rap, effectivement, c'est un événement. Excuse-moi, redéveloppe ça. Oui, puis c'est déjà un événement de faire un grunt, mais lui, il fait un événement dans l'événement. Ouais. Parce qu'il prend le grunt et il en fait un autre truc. Normalement, le grunt, c'est un truc que tu viens avec tes potos, frérot. Exact. Tu viens avec ton crew, vous allez kicker à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autour d'une table, autour de micro, tel un big freestyle radio. Ça dure entre 15 et 30, 40 minutes des fois. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, ce fou? Il est venu seul tout. Ouais. Il est venu seul tout et il a rappé pendant 54 minutes. Je sais pas si on se rend compte déjà. Et c'est un one shot. 51, mais c'est déjà 51 hyper fort. minutes. Ouais, 51 et 14 secondes. 51 minutes. Mais la vidéo fait 54 minutes. non Non, 51 et 14. 51 minutes, il déboîte une quinzaine d'instrus, je pense. Et il est seul tout. Je veux dire, déjà, rien que de... Moi, ce que j'adore là-dedans, c'est déjà qu'en fait, le gars, il saisit ce moment vraiment. C'est pas juste je vais faire un grunt. Il va C'est marquer les esprits. Je vais marquer les esprits en faisant un truc différent, en le faisant seul tout. Et c'est pas il fait 15 minutes, c'est il fait 50 minutes, mec. Tu rappes tout seul pendant 50 minutes, c'est que des freestyles, donc que des textes qu'il a écrits pour ça. 22 instrus. C'est Précisément. 22 instrus. Et juste, tu sais, parenthèse, mais donc Slimka a sorti aussi d'ailleurs un album cette année. Il avait une cool tournée. Il était passé par le Paléo, les Ardentes, enfin des festivals, des gros festivals. Et il avait une date aussi à Genève à l'usine. Donc là, je les avais tous croisés. Salutations à toute l'équipe, Super Wack Click, Colors, tout ça, tout ça. Et j'avais croisé Maïro justement. Et je lui disais, bon, c'est quand que tu reviens dans Nayuno. Faut savoir qu'il a une super Nayuno session disponible sur YouTube. Bah oui. Donc Nayuno, c'est notre émission encore une fois sur Couleur 3. Les Nayuno sessions, c'est un projet qu'on a monté d'ailleurs les trois avec Adrien Wagner, super réalisateur qu'on salue, et Alexandre Burdin pour la deuxième saison au niveau des éclairages. Mais donc, déjà à ce du moment-là, décor. il avait fait une super performance, Maïro. Il était déjà venu dans notre Nayuno session. Exact. Et lui, il avait. Parce que nous, je me souviens, pour la petite histoire, on était toujours un petit peu ric-rac au niveau des temps. Ouais. Au niveau des durées de ces sessions, on savait que ça allait engendrer du temps de montage, du temps aussi parce qu'on enchaînait souvent plusieurs artistes en même temps, etc. Ah, lui, c'est le premier à faire 3 instrus? Et lui, il est venu direct avec 3, peut-être 4 instrus. Pas le Ah c'est le non, premier bah à le non, la faire toute seul. première, bah ouais, la toute première, il y avait déjà La toute première, on avait Pacino et déjà Des fait un Fantômes. mélange. Ouais. Mais le premier à faire plusieurs instrus en étant tout seul. Je pense, ouais. Ça, c'est très Et à probable. avoir Un des posé seuls, pendant environ 7 minutes en fait, 5. non-stop. 5, 6. Non. Je crois que la vidéo fait 6 minutes 30 ça et donne quelques, quelque 6 chose minutes aussi. 45, un truc du style. Donc déjà là, il était un peu dans cette gamberge, j'ai l'impression de j'arrive dans un format, mais je vais faire plus que ça, je vais le faire au cube. Quoi. 6 minutes 39, Ah le ouais, Nayuno Session. Et déjà. 142 000 vues. C'est Il une nous des Nayuno avait- Sessions les plus regardées, voire la plus regardée. Il nous avait C'est une respecté. vidéo sur avait YouTube bien qui est respecté, hyper ouais. regardée même à l'échelle du Shout out compte YouTube Maïro. de Couleur 3. Et du coup, Maïro, c'est beau parce qu'il est en train de démontrer une chose, c'est que les gars, le kickage Le rap. suscite ouais, Rapper. mais dans le sens vraiment rapper, kicker. Rapper, Ça frère. suscite de l'engouement si t'es vraiment dans la discipline. Et lui, c'est vraiment un mec que je mets là-dedans. C'est-à-dire que pour moi, alors là, j'ouvre une autre parenthèse, mais aujourd'hui, on est dans une ère
c'est pas pour faire le vieux con, j'ai 36 ans mais je suis là-dedans depuis très très longtemps et je pense quand même on est en droit de dire les gars il y a peut-être 2-3 digues qui sont en train de péter. Je trouve qu'il y a beaucoup d'extrapolation, mais il y a un mot, c'est quoi le mot déjà, bref, quand t'es tout le temps en train de, il y a tout qui est bien, tu vois, genre tout est un banger, tout est une punchline, tout est un classique, Incroyable. tout est un super concert, tout est incroyable, etc. Du coup il y a un peu ce truc qui s'est perdu, on sait plus vraiment comment définir, enfin moi je sais qu'est-ce qui me fait dire qu'une punchline est une punchline, mais t'as l'impression qu'il y a plein de médias notamment et de gens dans le public qui savent plus trop dire ça. Ben voilà, le maître étalon, enfin on maître étalon s'extasie devant trop de choses en fait. Exact. Et trop rapidement. Et être dans les superlatifs, voilà. Tout est, voilà, c'est extrêmement incroyable, etc. Non, tout n'est pas incroyable, il faut arrêter. Tout n'est pas de la punchline. Je suis désolé, une punchline, c'est un truc, une phrase avec quelques mots qui te dépeint une image, soit qui te fait éclater de rire, soit qui a une vision hyper hardcore, soit hyper violente, triste, enfin qui doit te susciter une émotion en quelques mots. Et là-dedans, la forme doit être importante aussi, c'est-à-dire que la rime doit être belle, que l'image doit vraiment être, voilà, ça doit être instantané. La punchline, c'est ça, et ça doit être bien écrit. Il doit y avoir un côté un peu poétique aussi, ou alors au contraire, ça doit être vraiment tellement brut de décoffrage que ça en redevient une punchline. Et Myro, il en a. Tu as juste, excuse-moi, mais parenthèse pour revenir sur le grunt, là, je suis allé sur le Genius de Myro, tu vois. Il y a tout son grunt. Un moment, bien sûr. Et pour vous dire, voilà, là où je voulais en venir, c'est que Myro, par exemple, c'est un référent, mais parmi d'autres, il y en a plein aussi dans le rap français qui continuent de faire des punchlines, mais je veux dire, ça, c'est de la punchline. Là, moi, je m'avance pas, je suis pas en train d'exagérer quand je dis Myro, il est plein de punchlines. Ça, c'est un exemple de gars qui, au niveau de la technicité, les multisyllabiques, en plus de ça, des super rimes, etc. C'est un mec au niveau de la technique et ça se voit qu'il est entre les générations. Tellement entre les générations qu'il fait des punchlines, je trouve super fortes, qui parlent justement, qui vont nous parler à nous, aux plus jeunes, avec des références hyper locales. À un moment, là, dans son grunt, il dit... quelques coups de ceinture, j'en ai pas fait des traumas, merci Myro pour les travaux, hôpital pour les gros bras, 9,5 pour 45, c'était il y a 30 ans, Time Bomb. Mon pays me manque comme le riz cantonais du Mike Wong. Ouais, ça, elle est incroyable. Celle-là, elle m'a marqué aussi. Nous, on a grandi à Genève, le Mike Wong avec le riz cantonais quand t'étais un peu on n'est pas en yinche, mais je veux dire, juste à 4 balles 50, 4 francs 50, t'avais le choix entre aller essayer de t'acheter 2 cheeseburgers au McDo ou un riz cantonais à 4 francs 50 et te mettre la sauce soja et un peu de sel. Et voilà, c'est des références hyper marquées, localisées, qui vont parler à tous ceux qui ont vécu ce truc-là. En même temps, la ref à Time Bomb, mon pays me manque. Tu vois, donc voilà, 2 mots, il raconte, enfin, pardon, 2 phrases, il raconte plein de choses en une quinzaine de mots. Et ça, pour moi, c'est de la punch. Et Myro, il est en train de démontrer ça. Allez check ce grunt, c'est incroyable. Allez check évidemment ses projets. Et j'espère qu'en ce moment, au niveau des labels par exemple français, j'espère, là on connaît pas. Ah oui, pardon, j'étais en train de revenir juste pour terminer ce que je racontais. Quand je l'ai vu au concert de Slimka, je l'ai croisé Myro, je lui ai dit purée, reviens nous voir. T'en es où? T'as sorti des projets? Il m'a dit gros, moi en ce moment, je prépare mon grunt. Tu vois, et le concert de Simca, c'était vers le mois de, je crois, avril-mai, un truc comme ça. Donc on parle d'il y a 6 mois en arrière. Donc il faudrait qu'on parle avec lui. Je me réjouis de pouvoir rediscuter avec lui derrière un micro. Mais c'est un truc qui lui a, je crois, demandé 1 année de préparation, en fait. Ah, mais j'imagine. De choisir la meilleure prod, de choisir le meilleur texte. Moi, je suis sûr que c'est un gars qui a réécrit ses textes plein de fois. C'est un les concert. apprendre. Il a pas de téléphone. Il rappe non-stop. Il y a très peu de choke. La performance vidéo est folle aussi, en fait. Derrière, c'est super beau. En plus, derrière, il a tout un truc quand même. Les images d'archives derrière. Lui, il faut savoir, en Suisse, on a plusieurs rythmes, communautés comme ça, d'immigrants en lien avec des vagues, soit en lien avec la guerre, soit en lien avec des périodes d'extrême pauvreté, etc. Et la communauté érythréenne est très importante chez nous. Oui. Et lui, il est en train de représenter ça à fond. Et je trouve que c'est tellement crédible. Ça amène aussi ça sur un plan sociétal et politique, tu vois, qui est trop fort. Et donc lui, dans son grunt, derrière les images, c'est plein d'images d'archives, justement. Soit, alors je sais pas s'il y a des trucs familiaux aussi. Il y avait des trucs familiaux dans certains clips à lui, où il met en avant la culture érythréenne. Mais là, voilà. Dans ses textes. Et puis dans ces textes, clairement, mais là dans les images du grunt, je sais pas si c'est familial ou des trucs plus globaux, tu vois, mais en tout cas il y a cette imagerie de l'Afrique de l'Est, de l'Érythrée, de cette souffrance aussi des darons qui sont venus, il y en a plus que certains qui avaient fait la guerre justement, donc Myro là, un sans faute en 2024, un sans faute sur ce grunt. Un sans faute complet, pour moi ce grunt c'est l'essence même du rap en fait, c'est un mec, des instrus, et ça kick, 50 minutes de nouveau, j'arrête pas de le répéter, mais 51 minutes, 22 instrus. C'est combien de mesures qu'il a rappé?
Ah ouais, c'est non, des mais milliers de c'est mesures grave. qu'il a écrit et qu'il a rappé en live, en one shot, sans regarder son téléphone. Genre, je suis dans un freestyle radio, je lis mon téléphone. Que dalle, tout là. Il faudrait, l'art. il faudrait Le degré calculer de les mesures, taf. mais en gros, je me rappelle que à peu près un 16 mesures, c'est plus ou moins 45 secondes, une Exact, minute. Donc ça dépend mettons, du BPM, ouais. donc mettons qu'il a en tout cas un bon 600 mesures là-dedans. Il ça, en a c'est sûr, plus, ouais. moi, je suis sûr. Ouais, c'est possible. Je suis sûr. C'est Mais il y a ouf. vraiment ce truc d'essence du rap. Du coup, déjà, pour moi, c'est ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est presque un hommage au rap. Déjà, en fait, il y a tellement de gens, tu sais, qui pratiquent cet art ou qui pratiquent des arts ou d'autres trucs. Mais est-ce qu'ils ont vraiment l'amour, la passion du truc? C'est pareil pour le sport. Tu vois, c'est LeBron qui parlait de ça. Mec, tout le monde veut être sous les feux, là, sur le terrain, quand ça joue, shooter des 3 points, ça rentre. Et il y en a plein, ils ont ce talent-là de base. Mais après, combien de mecs, ils vont faire le taf, ils ont cette dedication, cet amour de tout ce qui va avec le basket ou là, le rap. C'est-à-dire les heures d'entraînement, se lever le plus tôt, toujours améliorer des trucs dans ton art, dans ton craft, dans ton domaine. Et là, Maero, pour moi, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'autotune, il n'y a pas de Il n'y a pas de chant, même. Il y a pas, c'est vraiment le rap Pas de brut. refrain. Et le fait d'avoir vraiment pris le temps de faire ça comme ça, d'écrire tous ces textes, de les apprendre, ça démontre une passion, un amour et un respect pour le rap que je trouve il y a plein d'artistes en fait qui font cette musique qui en fait j'ai l'impression qu'ils la respectent même pas, ils l'aiment pas vraiment, tu vois. Et lui pour moi c'est la preuve qu'il aime vraiment ça, tu vois. Et en plus c'est tellement bien fait. Il se plante pratiquement jamais. C'est très ego trip, mais à travers cet ego trip, il nous parle. Il y a plein de trucs sur lui. Aussi, il y a des vrais punchs, des vraies choses sur lui, même sur des trucs qui sur il la est, société, sur la société, tout ça. Et pour ça, j'ai envie de lui dire vraiment merci, quoi. Parce que vraiment, et se dire de fuck, les gars, c'est juste, en fait, être un artiste, être un rappeur, c'est faire le truc bien, mettre tout son cœur, tout son âme dedans, en fait. Au-delà de tout ce qui peut aller autour, des likes, des si, des machins. Et en plus de ça, ça, je reviens au truc que j'ai dit au départ par rapport à ce grunt, c'est que ce que j'adore aussi, c'est qu'il y a un côté, en fait, stratégique presque. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que tu dois faire quand tu es un artiste aujourd'hui? Tu dois créer des moments. Tu dois créer des événements. C'est quoi un événement? C'est un single, c'est un clip, c'est un album, une performance c'est une tournée. comme celle-là. Et lui, il crée l'événement avec une performance brute, le truc le plus brut. Un MC devant un micro sur des instrus. Et pour moi, c'est chambé. Et j'espère que ça va vraiment aussi influencer des gens à se dire, mais en fait, putain, comme tu disais avant, en fait... Arrêtons d'être médiocres. Exact. Les mecs, ils freestyle, no disrespect, mais no dis, éventuellement. Arrêtons d'être médiocres. Les gars, ils vont chez Skyrock, ils rappent sur les titres en entier. Moi, je suis désolé, c'est ni pour Complètement. disrespect Skyrock, ni Si, les artistes on peut. qui le font. Mais mec, On peut nous, on laisse pas, disrespect nous, on Skyrock. essaie vraiment de pas laisser faire ça, notamment dans notre émission sur Couleur 3 Nayuno, parce que mec, c'est la moindre des choses. Je suis désolé. Tu rappes pas sur un titre, c'est pas normal, ni en radio, ni en live. Et du coup, petite parenthèse, mais nous, on le voit aussi dans les gens qui viennent chez Nayuno. Des fois, t'en as, ça se voit, ils ont pas vraiment taffé leur freestyle, ils ont pas vraiment. Et pourtant, le rap, mec, tu dois saisir chaque opportunité de montrer que si tu dis que t'es le meilleur, surtout si tu dis que t'es le meilleur, tu vois. Et donc, d'ailleurs, Maero, quand il était venu dans Nayuno, il y avait des freestyles qui étaient super forts. Dej est venu récemment, Dej Fantôme a fait un super freestyle. M.A.M. a fait un super freestyle. Si on te tend un micro, comment est-ce que tu saisis cette opportunité? Voilà, maximise Ça revient à l'opportunité. 8 Mile, à Eminem qui dit t'as qu'une opportunité, c'est pas vrai. Il y a one chance. Mais des fois, en fait, voilà, lui, il a eu cette opportunité de faire ce grunt. Je sais pas s'il l'a eu parce qu'il a proposé ça ou autre, le fait de le faire en solo. Mais moi, je trouve que ce qu'il a fait là, c'est vraiment. Il a pris cette opportunité et il en a fait le max qu'il pouvait. Je pense pas que tu peux faire quelque chose de mieux en vrai. Et tout en respectant ce putain d'art, cette putain de culture. À son Il pouvait échelle. pas faire mieux que ça. Non, tu Et d'ailleurs, on pouvais pas aurait faire pu lui mieux. refuser, lui reprocher d'avoir pris beaucoup de prod boom bap à l'ancienne et tout sur toute la première partie Mais du c'est grunt. ça qui est beau, c'est que ça beau, évolue. Mais après, en plus, il est dans la trappe, À il est la dans fin, le truc, ça se il termine, fait tout, il masterise exact, tout en fait. Il masterise tout. Vas-y. Franchement, moi, quand j'ai regardé ce truc, j'étais devant mon projecteur dans ma chambre, un petit bédo, je regardais ça avec mon thé à 3h du matin. Et franchement, ça fait longtemps j'ai pas vu un truc où j'ai pris des claques dans ma gueule, où j'étais touché même. Ça m'a ému. Et il a presque En larmes tant aux que, yeux, là. je te jure, en tant Il est en train de s'énerver. que fan, mec, j'aime cette musique comme j'aime un membre de ma famille, Ouais, mec. Tu c'est vois, clair. j'aime ce truc depuis 40 piges, mec.
Et de voir qu'il y a des jeunes, des gens qui ont respecté 20 ça. ans de moins que moi, 15 ans de moins que moi, qui respectent ce truc, qui l'aiment à ce point-là, c'est trop beau, mec. Merci, Maïro. C'est un beau nom, une belle manière de conclure ça. On a une dernière chose, mais pour conclure, par contre, ce dernier sous-chapitre, juste quand même une dernière question qui est plutôt sous forme ouverte, mais où en sont justement ces sites-là, les Bouscapé et tout, sur leurs 11 rappeurs à suivre. Là, j'étais en train de rechecker, je suis pas sûr à 2000%, mais quand même là, j'ai rechecké. Il me semble qu'il n'y a jamais eu, ça fait un moment qu'ils font ça, et il me semble qu'il n'y a jamais d'artiste suisse. Alors évidemment, ils sont aussi basés sur qui fait des vues, des trucs comme ça, mais tu vois, par exemple, alors après, peut-être qu'ils te demandent et qu'il y en a qui refusent, hein, ça c'est autre chose. Mais tu vois, par exemple, qu'un Maïro soit pas dans les 11 rappeurs à suivre de 2025, je trouve ça un peu scandaleux, un peu dommage. Ouais, quand même. Je sais que par contre, Combini a déjà fait des articles, hein, c'est possible que ces gens-là aient fait des articles, mais là, sur le fait de dire, ok, les rookies à suivre cette année, on va mettre le tampon. Après, encore une fois, ça se trouve, c'est peut-être les artistes qui refusent, ça il faudrait qu'on lui demande. Oui, aussi, parce que peut-être certains se considèrent plus comme des rookies, ce qu'on pourrait comprendre. Exact, d'ailleurs, ça m'avait toujours marqué. Je crois que justement dans une session, Maïro il dit tu m'as dit que j'étais le meilleur rappeur suisse et je l'ai mal pris. C'est trop beau. Genre en mode gros, je suis le meilleur rappeur tout court. Donc lui voilà le côté rookie, le côté truc voilà. Mais c'est une attitude que je trouve respectable dans le sens où t'as tellement d'artistes qui disent je suis le meilleur etc. mais qui vont pas jusqu'au bout des choses et qui se donnent pas d'ailleurs les moyens d'arriver à ce truc. Si tu dis je suis le meilleur, tu dois donner les moyens, frère. Tu dois taffer. Tu révises tes textes. Est-ce que t'es le meilleur même est-ce que t'es la meilleure version de toi-même? T'avais posé la question une fois à un artiste, c'est si tu considères que t'es le meilleur même, comment tu fais pour continuer de t'améliorer en fait si t'es déjà au niveau d'être le meilleur? Et du coup il faut des gars comme Maïro, ça se voit, c'est des mecs de la discipline rapologique au niveau de l'écriture, au niveau du kickage et d'arriver comme ça bien sûr et voilà, s'il vous plaît, respectez la discipline. Moi je suis dans les évolutions musicales, je suis totalement pour qu'on ait des nouvelles manières de consommer la musique, je suis totalement pour même si vous avez des nouvelles manières de performer sur scène avec les caméras qui bougent, les trucs, et puis d'avoir même des hologrammes ou je sais pas quoi, si tu veux, qu'on ait mis l'autotune. Moi je m'en fiche, j'adore l'autotune. Vous avez l'autotune sur scène maintenant, c'est parfait, trop bien, il y a les mêmes effets que dans les studios, magnifique. Par contre, on performe, on donne dans le live, que ce soit en radio ou en concert. Les gars, arrêtons ça s'il vous plaît. Et les meufs effectivement, mais notamment là j'ai vu beaucoup d'artistes, et c'est pas les rappeurs français hein. Les premiers à avoir mis ça, c'est les rappeurs américains. Moi je me rappelle m'être retrouvé, on parlait des Lucifer tout à l'heure, le fait de rapper sur tes propres instruments, ça fait très longtemps. Sur tes voix pardon. Et moi je me rappelle il y a 2-3 ans, je revenais de Afro Nation, j'ai enchaîné avec Frauenfeld, Afro Nation en mode danse, je m'amusais de ouf et tout, je vais à Frauenfeld et il y a Lil Uzi Vert, et Lil Uzi Vert mec, son concert c'est pas je rappe sur le titre, c'est pas je back le titre parce qu'il y a des artistes qui font ça, c'est les ad-libs sur le titre. Du coup, en fait, on est à une listening session. Son DJ, il passe les sons et lui, il fait des ouh, ya. Affreux. Et moi, je me dis, non, t'as payé pour voir Lil Uzi Vert et c'est ça le level qu'il te donne. C'est trop grave. Donc moi, je suis désolé, ça, il y a un truc au niveau de... Après, c'est des choses, évidemment, c'est pas les festivals qui peuvent dire aux artistes, vous avez pas le droit de faire ci ou pas ça, mais en tant que gens des médias, en tant que gens des labels, en tant que gens des tourneurs, en tant que gens dans le public, s'il vous plaît. En tant que manager, en tant que booker. L'exigence de, vas-y, non, en fait, c'était pas ouf. Moi, je suis sorti de concert où il y a des gens qui me disaient, ouais, c'était incroyable, alors que moi, j'étais là, mec, c'est un des pires concerts que j'ai vu de ma life. Donc, voilà, un peu d'exigence, la médiocrité, no way Jose. Et vive 2025 et le rap suisse, et on se réjouit de voir tout ça. Et d'ailleurs il y a une chose sur laquelle on a toujours été irréprochable dans le rap suisse, c'est la scène. D'ailleurs, coïncidence? Je ne crois pas. Maïro, SWK sur scène, même avant les double pactes, stress, tout ça, ça a toujours été des trucs où la scène c'était important. Donc voilà. Et surtout quand tu dois faire avec tes propres moyens, comment est-ce que tu crées l'événement? Notamment sur scène, notamment sur des freestyles. Et les gars, vous pouvez aller freestyler dans des web radios, pour moi, confidentielles. T'arrives potentiellement à en tirer un truc où tu fais le meilleur freestyle de ton moment et tu kicks et t'arrives à en faire un moment. Là où Romain Rousseau était il y a 5 minutes. Mais non, mais viens, on va conclure là. Alors on conclut, viens, mais là... C'est un ouf, on conclut. Et on conclut. Et on conclut. Avant de conclure... remerciements à Audiosource qui nous shout out aide. Audiosource, magasin de matériel musical notamment à Lausanne et disponible sur internet, qui nous aide là en tout cas au niveau de la structure et du matos. Et à Rhodes aussi. Et à Rhodes, effectivement. Hit the road, Jack. Et d'ailleurs, il faudrait que nous, on y pense. On est censé faire ce remerciement et ces shout-out à Rhodes et à Audiosource en début de podcast la prochaine fois. Yeah. Je crois qu'on les a mentionnés quand même. On a fait Rhodes, mais pas Audiosource.
Audio Source, ouais. Mais on peut le faire au début. Si Merci Audio Source, vous êtes les meilleurs. Ouais, fort. Merci, shout out à Boba Rabat qui était une habitante de cet espace. On a oublié ton chat, rest in peace mon frère. Rest in peace Bobby. Boba Rabat. Là, sur mes chaussettes. Et donc, merci à Haugen pour la réalisation, merci Romain pour ta participation et ta sagesse, ton savoir, merci Vince Lee. Merci, et on Géos. va terminer, merci infiniment. Et le mot de la fin, donc, ce sera, il va revenir à vous, en fait, on va vous donner la possibilité de nous aider via un avis consultatif, je tiens à le dire, c'est un référendum, sur le nom du podcast. On aime beaucoup Nouvelle Politique et on va s'expliquer rapidement et ce sera la conclusion du coup. Il y a quelques mots qui se tapent, alors on a fait des brainstorming pas possibles, je vous cache pas, avec des idées vraiment très mauvaises, comme d'habitude dans un brainstorming, t'es obligé de sortir d'expier toutes les idées qui te viennent en tête. Là-dedans, il y avait notamment le grill. Il y avait pas. Ah ouais, Passion Digression, il est encore dans le. Il est toujours là, mec. Il est là depuis le début. C'est le titre du travail. C'est le titre du travail du podcast de Sur base. les 5 qu'on propose. Ok, alors les 5 qu'on propose comme nom, il y a Nouvelle Politique, il y a Superposé, il y a No 10, il y a Passion Digression. Et en bonus, vraiment, au bol, c'est En Vrai 3000. Alors, quelles sont les références ? Je les donne rapidement et après vous... Voilà, Nouvelle Politique, premier maxi de rap suisse sorti en 90 ou en 91, mais je crois que c'est 90 encore. Maxi suisse francophone. Suisse francophone, Sens Unique, groupe lausannois. Groupe légendaire de Lausanne. Voilà, qui était à l'époque hyper important, qui a notamment créé un des premiers labels de rap indé francophone, si ce n'est le premier qui était Unique Records. Ces labels-là est sorti, ce maxi Nouvelle Politique est sorti via Maniac Records et tout, donc ça renvoie à toute une histoire du rap suisse qui est un petit clin d'œil et évidemment le côté politique, comme on l'a dit, on veut pas faire de politique en soi en tant que tel, pas du tout. Tout est politique. Mais finalement parler de certains sujets, prendre des positions et donner son avis, c'est une manière d'influencer le débat public, on va dire, et à notre humble échelle, pour nous le rap, il y a une forme évidemment de la culture, c'est politique. La culture et est nous, politique. donner nos avis sur comment faire du rap sans prendre position, comment faire des podcasts sans prendre position. Exact, et quels sont les quels sujets, même quels sujets ou quels artistes sont invisibilisés dans l'industrie, c'est une forme de faire de la politique. Donc si nous on décide de parler de tel ou tel sujet ou tel artiste ou de telle ou telle problématique, c'est une forme de faire un peu de politique. Donc pour moi, Nouvelle Politique, c'est cool, je crois que c'est un de mes préférés. Superposé, évidemment, c'est le fait d'être posé, d'être super en même temps, d'être là les uns à côté des autres. Bien posé. Il y a le fait que les sujets sont superposés les uns à côté des autres. Les lits superposés. Et parce que c'est Vince Lee superposé. et puis en même temps... et quand un couplet est bien rappé... Il est super bien posé, il est superposé. Ouais, dit comme ça, vraiment, il est en train de perdre pour moi on tire sur tous sympathie. les noms. No 10, c'est justement no disrespect, donc c'est le fait de parler en toute franchise sans vouloir manquer de respect. Et en même temps, c'est une expression qu'on dit, voilà, c'est genre, attendez, je veux pas vous manquer de respect, mais la réalité, c'est que, tu vas dire no disrespect, mais tu vas manquer de respect. Exact. Pas forcément, mais. Donc c'est en anglais, no dis, N-O-D-I-2-S, D-I-S-S. Moi j'aime bien ça, j'avoue. Et en français, ça peut faire numéro 10, parce que des numéros 10... Dans la team. No 10, effectivement, N-O numéro 10. Donc no 10, no 10. Passion Digression. Ça, c'était le premier nom. Non, mais c'est un titre de travail qu'on a utilisé pendant des mois sur un groupe WhatsApp. Parce qu'on digresse. Qui vraiment, voilà. Donc, évidemment, nous, en fait, notamment grâce à Vince Lee et toujours à cause de Vince Lee, il suffit que tu lances un sujet et au bout de la troisième phrase, il t'emmène ailleurs. Donc, effectivement, vous avez vu, on avait c'est le rêve américain. C'est une passion. Espèce de canevas, mais ensuite, on digresse, on dérive sur d'autres sujets. D'ailleurs, il faut que j'aille faire un truc aux toilettes, là. Dépêchez-vous. Ok. Donc, Passion Digression. Et puis, En Vrai 3000, je pense qu'on va pouvoir l'éliminer. Mais moi, je trouve drôle la ref à plein de. À l'époque, il y avait des émissions qui s'appelaient 100% 2000, Au Vive 2000, ça, etc. Donc c'était le prochain cap. On sait pas si l'humanité sera encore vivante dans l'an 3000. Mais en tout cas, voilà, on a la vision sur le futur et on parle en vrai 3000, évidemment. Petite ref à André 3000 après. Est-ce que la ref à André 3000 est vraiment. En même temps, c'est quelqu'un de très important pour la culture et qui s'est beaucoup aussi diversifié dans sa musicalité. De la flûte. Exact. Mais par contre, nous, on n'est pas là pour jouer de la flûte si on est en vrai. 3000. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on mange des flûtes. Rapidement, peut-être, tu veux dire, toi, ton préféré ? Nouvelle Politique. Nouvelle Politique, pourquoi ? Parce qu'on fait de la politique, frère, parce que tout est politique, parce que Sens Unique, premier maxi de rap francophone en Suisse, Nouvelle Politique, quoi.
Moi, ça se tape entre Nouvelle Politique et No 10. Pareil que toi pour Nouvelle Politique. J'aime bien en plus le côté finalement old school d'avoir le cas qui était très utilisé à l'époque pour le côté graphe et tout ça. Ça fait old school, mais là, c'est en mode, on le sait. Tu vois, c'est pas en mode premier degré le côté old school. Et puis No 10, moi, j'aime bien dire ça. En fait, c'est une expression, c'est sans faire le gars du franglais, mais vu qu'on a écouté tellement de rap américain, les expressions et No 10, j'aime bien l'utiliser. Il y a des fois où je manque vraiment de respect, il y a des fois où je manque vraiment pas de respect. Je te dis quelque chose de franc et c'est sans vouloir te disrespect. Romain. Il en peut vraiment plus. Moi, ça se tape entre No 10 que je trouve très pertinent aussi, qui glisse, c'est efficace, c'est un seul mot, clique le code No 10, tu vois, ça a sa place sur le même podium. Et puis Passion Digression, mec, ça reste dans mon cœur quand même. Je suis obligé de le rementionner. Votez pour Passion Digression, vraiment, c'est très important. Parce que je vous explique, en fait, là, l'épisode, c'est l'épisode le plus carré que vous avez peut-être pu voir. Après, ça va à chaque fois partir dans tous les sens. On va pas parler que de rap, on va parler de politique, on va s'engueuler. On va parler d'anecdotes personnelles, etc. Donc je pense que la digression va s'imposer d'elle-même. Chasser la digression, elle revient au galop. Donc merci. Votez Passion Digression. Hogan, juste là comme ça à voix haute, donc pardon Kubi qui est le réalisateur de cette émission et qui s'appelle Hogan. Hogan Rare, allez le checker sur les réseaux et qui fait des super tafs, notamment des vidéos de concerts, des clips, des choses comme ça, très très lourdes. Ouais, des animations et tout. Bref, gros big up à lui et on a besoin aussi de son avis, mais vas-y, donne-nous ton petit avis consultatif. Nouvelle Politique superposée, No 10, Passion Digression, en vrai 3000. Moi, juste pas Nouvelle Politique. Tout sauf ça. Non, mais c'est vrai, il y a le risque que ce soit interprété comme un truc qui se veut trop politique. Et puis moi, je me dis, si on a des invités. Mais en même temps, je pense que ça se justifie. C'est pas grave. Et en même temps, si t'es pas d'accord de faire de la politique, bah, est-ce qu'on va t'inviter d'ailleurs ? Voilà. Enfin, est-ce que t'es pas d'accord que tes prises de position publiques sont politiques ? Voilà. Et donc, donnez-nous votre avis. Nouvelle Politique, superposée, No 10, Passion Digression, en vrai 3000. Merci, big up. On sait pas quand on se revoit, on sait pas la fréquence. A priori, on devrait se revoir bientôt. Une fois par mois. Une fois par mois. Ok, bah portez-vous bien d'ici là. Encore une fois, merci à Rod, merci à Audio Source, Rest in Peace Bob Araba, merci pour l'accueil Vince Lee, merci pour ces chaussettes et ce pyjama, merci pour le fait que tu es courte, pour le fait d'aller aux toilettes parce que. Vas-y, après, merci à je vais y aller. Bisous. Bisous.